Et si demain, votre logement, votre territoire, votre entreprise devenait inassurable? Pas par négligence, mais tout simplement parce que les modèles économiques des assureurs devenaient obsolètes face au changement climatique. Pour évoquer ce sujet épineux, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Chloé et Dounia dans ce podcast. Bonjour. Bonjour. Alors, Chloé, tu es la fondatrice de Circomplex, une agence qui accompagne l'élaboration de la vision de décideurs pour leurs organisations et qui les accompagne dans la transformation de leur modèle. Dounia, tu es la cofondatrice de PhD Talent, une entreprise qui organise des sprints de recherche pour faire passer les savoirs en levier d'action pour les organisations. J'ai tout bon ? À peu près. À peu près. Vous préciserez du coup. Et donc aujourd'hui, on va avoir le plaisir finalement de parler de plein de sujets. On va parler de l'inassurabilité, on va parler de l'innovation, on va parler de la co-construction. Et finalement, en toile de fond, on va parler de ce que ça change dans notre façon en fait, d'interagir dans le monde. Et donc, j'ai le plaisir de lancer le 3e épisode de Time to Reset. Alors, traditionnellement, j'aime bien commencer en fait, le podcast par la chose suivante. C'est finalement, en 2025, aujourd'hui, j'aimerais bien que finalement vous me décriviez la manière dont vous voyez le monde à travers vos yeux de professionnel. Très bien. Alors, comme tu parles d'aujourd'hui, je vais te parler de ce matin. J'ai pris un taxi pour aller rejoindre un lieu. Et donc, ce taxi était en train d'écouter une radio. Je ne sais ni quelle chaîne c'était, ni quels étaient les intervenants de cette émission. Mais en tout cas, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, cette émission, ou en tout cas les gens qui s'exprimaient dans cette émission, étaient à peu près à l'image de ce que je me fais de la société. Pourquoi ? Parce qu'on avait d'un côté dans cette émission des gens qui se disaient experts a priori de certains sujets, et en face de ces gens, on avait des gens qui étaient du terrain. Et ils étaient tous en train de parler du sujet de l'employabilité et de la compétence de chaque personne d'être employable ou pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on avait les gens du terrain qui disaient, ma foi, des choses que je connais bien en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employeur, etc. Et on avait soi-disant des sachants qui venaient en fait les interrompre dans leur discours pour apporter leur vérité ou des choses qu'ils avaient écoutées un petit peu de manière étoilée, mis ensemble pour dire que c'est là la vérité et c'est ce qu'il faut faire. Et donc, c'est un petit peu ma vision de la société où aujourd'hui, on est dans une sorte de désinformation à cause du surplus d'informations, des informations qu'on ne sait pas traiter, qu'on ne sait pas challenger, et des informations où, au final, il n'y a pas de consensus. L'ère de la fake news, donc le moment voilà, où effectivement... de la fake news, et j'irais même au-delà de la fake news, c'est de l'information partielle. Ouais. Et de l'information sortie de son contexte qu'on vient et qu'on prend. Et c'est un petit peu... chacun doit donner la phrase qui va devenir le buzzword ou la phrase qui va être en gros titre et qui va en fait faire un maximum de likes. Et on s'amuse avec ça. Et avec le fait de vouloir avoir des likes, d'avoir une prise de parole, d'être invité, etc. Et on oublie l'essence des choses. D'accord. Donc, et c'est un peu comme ça que je vois la société. C'est une société un petit peu avec des informations partielles, fragmentées, qui ensuite sont reconstituées ou retravaillées pour donner un espèce de machin un peu difforme où plus personne n'arrive à s'écouter, ni à s'entendre, ni à se comprendre. Ni à donner du sens finalement dans ce qu'on entend, dans ce qu'on écoute, puisqu'effectivement on peut penser A un jour et penser B le lendemain. Vu que l'objectif c'est de répondre, en tout cas de réagir à l'information, ça donne effectivement un rapport au vrai, ou en tout cas à une forme de vérité partagée qui est peut-être un peu plus difficile. Alors pas une vérité partagée, mais une vérité qui est plutôt fragmentée. Ouais. Et au final, on finit par juste avoir des fragments à droite et à gauche, et les gens se fatiguent, les gens n'ont plus confiance. C'est très amusant que tu parles de fragments, parce que j'ai lancé une newsletter qui s'appelle Fragments, effectivement. Donc je pense qu'effectivement, il y a un sujet autour d'être capable de lire, en fait, le monde qui nous entoure. Chloé, de ton côté, comment tu vois le monde ? Je le vois très fragile. Peut-être c'est aussi une question de fragmentation et de fissuration qui crée la polarisation, qui entretient, en tout cas parce qu'elle était déjà là, mais qui entretient cette polarisation. Donc finalement, nos fragments s'écartent pour ne plus se parler. Et
on doit naviguer dans des risques et dans des incertitudes qui sont non seulement liées à l'état du monde et l'état de la planète, mais aussi à cette non-confiance en l'autre ou en l'information. Donc sur quoi se baser ? Est-ce que demain on sera encore économiquement viable ? Est-ce que demain on aura réussi à surmonter les défis technologiques, planétaires, etc. Et donc voilà, moi je sens le monde et le monde des décideurs très fragile. Bah, ça me fait une transition quasiment parfaite, hein. Finalement, aujourd'hui, comment on décide au XXIe siècle, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le quotidien d'un décideur? Comment est-ce que vous analysez aujourd'hui, finalement, les enjeux, les défis, hein, des décideurs, décideuses aussi, hein, finalement, qui sont confrontés à ce monde-là, hein, que vous avez dépeint, hein, à la fois, finalement, des fragments d'information, des fragments de vérité, des fragments d'analyse qui, de toute façon, deviennent plus difficiles à intégrer, à assembler pour faire un tout. Et de l'autre côté, une forme de sensation de fragilité quand même qu'on ressent sur nos modèles, sur nos approches, et qui, finalement, qui crée un peu de doute. Donc, je suis curieux de vous entendre, finalement, comment vous l'interprétez, comment vous le décrivez dans le quotidien d'un décideur. Pour moi, le décideur aujourd'hui est... Alors, on parle de la tragédie des horizons. Il y a à l'échelle personnelle du décideur une sorte de tragicomédie de l'horizon qui va jouer avec son conseil d'administration parce qu'il a un mandat court et potentiellement un mandat non renouvelé, y compris le lendemain. Et en même temps, il y a une vraie prise de conscience de cette nécessité de se projeter à long terme et de faire pivoter les modèles d'affaires et de se confronter à un certain nombre de grands enjeux. De nouveau, hein, depuis les ressources planétaires, la continuité du modèle d'affaires, les enjeux géopolitiques et la nécessité de se saisir de sujets comme l'intelligence artificielle ou autre. Donc en fait, il doit voir loin, mais il n'a pas forcément intérêt à voir loin. Parce que voir loin, ça veut dire gérer le changement, et c'est très très risqué pour un décideur. Donc il y a une sorte de tension interne, en fait, et de fil comme ça sur lequel il marche, qui est assez... C'est qu'à la fois son rapport personnel à la situation où il comprend bien qu'il va devoir bouger, et de l'autre côté des organisations qui ne facilitent pas forcément, ou en tout cas qui ne valident pas forcément des chemins de changement. Exactement. Et donc une forme de schizophrénie, hein, finalement, hein, chez le décideur, qui peut se développer un peu autour de ce sujet en disant, bah, à titre individuel, je sais ce qui est en train de se passer, je suis convaincu qu'il faut faire des choses. Absolument. Et à titre collectif, bah, on voit que c'est pas forcément le cadre qui lui permet d'agir. Oui, et justement, là, ce qu'on a dit, effectivement, le décideur, avant on disait on construit une carrière. Maintenant, plus personne ne peut construire sa carrière. Il va construire sa carrière, mais il a aussi une conscience de tous les enjeux qui existent. Et il y a aussi le côté un peu hyper spécialisation, c'est-à-dire que chacun est spécialiste. Là, aujourd'hui, on voit même que les très grandes entreprises, c'est divisé en différentes entreprises. Et puis, dans cette même entreprise, chacun va avoir sa spécialisation et doit réfléchir dans sa spécificité. Et donc, on se retrouve dans une société où on est en silo. Et donc, le dirigeant, d'une certaine manière, dans donc disons, cette double position qui est personnelle, où on se dit, OK, très bien, je dois penser à l'avenir, à mon avenir, celui de mes enfants, mes petits-enfants, etc. Mais en même temps, je dois construire ma carrière. Et il y a le troisième point où, au final, il est seul. Ouais, il est seul dans son métier. Parce qu'on a construit, au final, une société en silo, alors qu'avant, il y avait des forums, les gens discutaient, les gens échangeaient, etc. Et donc, il y a vraiment ce côté de comment je fais pour faire avancer l'ensemble, mais possiblement sans être seul, parce que tout seul, je ne peux pas tout faire. Tout seul, je ne peux pas tout réfléchir. Tout seul, je suis spécialiste sur mon objet. Mais mon objet existe parce qu'il est relié à d'autres systèmes. Donc ça nous fait un peu finalement, aujourd'hui, on arrive un peu au bout de cette idée de spécialisation des tâches, en fait, qui est les gens acquièrent de l'expertise. Je pense qu'en fait, tu viens du monde de la recherche. Oui. Donc ça me fait penser à ça. J'avais lu un papier sur le sujet qui expliquait que, évidemment, avant, quand on faisait de la recherche,
il était plus simple d'avoir des approches un peu transdisciplinaires et qu'en fait, au fur et à mesure qu'on progresse sur ces sujets, mécaniquement, en fait, l'exercice de recherche tend à se concentrer sur des objets de plus en plus pointus. Et en fait, soit on va en profondeur sur un sujet et on acquiert une expertise, soit on accepte finalement de conserver une vision un peu plus panoramique de différents sujets pour essayer de leur donner du sens, mais qu'il est difficile en fait de faire à la fois de la profondeur et de la transversalité. Alors, oui, il est difficile de faire de la profondeur et être transversal. Mais c'est là où, en fait, par exemple, tu as cité l'exemple de la recherche. Quand on fait de la recherche, on ne fait pas de la recherche dans son coin. On peut être aussi spécialiste qu'on veut. On s'appuie sur... On regarde quand même la copie du voisin. Et on ne regarde pas la copie du voisin pour tricher, parce que c'est nécessaire à la réflexion. Donc on regarde la copie du voisin qui est ultra spécialisée, mais on regarde aussi la copie du voisin qui n'est pas de notre spécialité, pour être en capacité d'avoir justement cette vue d'ensemble. Et c'est là où il y a les conférences scientifiques, où on va retrouver différents scientifiques qui, sur une thématique, par exemple, je sais pas, on va prendre l'exemple par hasard des matériaux, mais quand on travaille sur les matériaux, on doit travailler sur le matériau dans son ensemble. Donc oui, la spécialité est nécessaire, parce qu'on sait de quoi on parle, mais il faut être en capacité de s'aider et de s'entourer des autres experts pour faire avancer un projet. Mais finalement, à l'échelle du décideur, en fait, il n'a pas besoin d'aller en profondeur. Non. Son rôle à lui, c'est de faire avancer son activité, son objet social, ou sa raison d'être. Et en fait, tout l'enjeu du regard sur aujourd'hui, c'est d'être en capacité de faire le pas de côté pour regarder autrement. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de lui faire plusieurs pas de côté. Mon agence s'appelle Circomplexe, donc presque faire le tour de sa complexité. Parce que c'est de cette façon-là qu'il va se rendre compte aussi des effets systémiques, des mutations qui sont aujourd'hui devant nous ou dans lesquelles nous sommes déjà. L'exemple de l'inassurabilité que tu as cité en introduction, il est tout à fait là. C'est-à-dire que les dominos sur un enjeu de territoire inassurable, ils tombent pour l'entreprise qui ne peut plus exercer, ils tombent sur le crédit immobilier qui ne peut plus être octroyé, sauf si tu as une garantie par ailleurs, ils tombent pour la personne, parce que sa résidence ne vaut plus rien, pour la collectivité qui ne peut plus exercer un paquet d'activités, y compris, par exemple, accueillir des enfants handicapés, c'est interdit si tu n'es pas assuré. Donc, les infrastructures ne seront plus entretenues, enfin, tout est lié. Et si tu ne regardes que la question de l'assurance, en fait, tu vois absolument pas l'effet en chaîne que ça peut susciter. Parce que c'est un liant, en fait, à l'intérieur d'un système. Exactement. Mais on va y venir, on va creuser ce sujet de l'inassurabilité. Mais tu vois, c'est vraiment cette histoire de pas de côté, quoi, d'aller et pas forcément de rentrer en profondeur. C'est vraiment de et donc, du coup, un peu pour vous, là, aujourd'hui, de ce que je comprends, c'est que la priorité numéro 1, finalement, pour un décideur, quand on parle de ces enjeux, c'est être capable aujourd'hui de faire le pas de côté, d'arrêter finalement de regarder son entreprise, son organisation, son institution avec ses lunettes habituelles et d'accepter finalement de re-questionner ce qu'il sait ou ce qu'il pense savoir de son organisation, de sa mission, de ses activités, pour être un peu ouvert en fait finalement aux transformations qui sont en cours. C'est pas d'arrêter de le regarder, mais c'est d'accepter d'écouter ou de tenter l'expérience, l'espace d'un instant, de le regarder autrement. Ok. Facile d'embarquer les décideurs sur ce chemin-là ? Dans de la prospective, oui. Ouais. Sur aujourd'hui, non, mais c'est pas notre exercice. C'est-à-dire que notre exercice, c'est de dire, voilà, telle mutation est à l'œuvre, ou tel mouvement est à l'œuvre dans ton secteur ou plus globalement à l'échelle du pays ou de la planète. Potentiellement, voilà ce que ça va bouger. Et s'il y a tel bouger, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Okay. Et pour qu'est-ce que ça veut dire pour toi, il faut comprendre ce que ça veut dire pour l'ensemble. D'où le pas de côté. En fait, je prends un pas de côté, non pas pour voir ce qui se passe dans mon entreprise, mais c'est pour comprendre tout l'écosystème
et à ce moment-là revenir et prendre une décision. C'est ça. Moi, j'ai souvent tendance à dire en ce moment que finalement, les gens qui m'expliquent qu'ils ont compris ce qui était en train de se passer, ça m'étonne un peu. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, une des difficultés, mais qui est au croisement de tout ce que vous avez dit en fait, précédemment, c'est que pour quelqu'un qui est en posture de décision aujourd'hui, il y a une forme de quasiment pas d'abdication à avoir, mais sur le fait que on est certain de rien et on ne sait pas, ou en tout cas il n'est pas si simple de dire qu'on comprend ce qui se passe. Oui. Et ça, je trouve que c'est une tension qui est assez forte finalement quand on revient à ce qu'est un décideur, quelqu'un qui prend des décisions a priori, qui engage son organisation, qui construit une vision, qui protège son objet social, qui embarque ses collaborateurs. Le fait de se dire je ne suis pas sûr de comprendre le monde dans lequel je suis en train d'aller, je trouve que en tout cas, je trouve que c'est une tension ultra intéressante parce que finalement, aujourd'hui, il y a vraiment cette discussion à avoir qui est de dire oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que je suis pas en train de ne plus tenir le guidon comme je devrais le tenir, tout simplement parce que je suis pas certain de ce qui est en train d'arriver là. Est-ce que c'est, d'une certaine manière, ce que tu veux dire, c'est être en capacité de se questionner ou de questionner nos certitudes ? Questionner les certitudes, moi je trouve qu'aujourd'hui, entre des décideurs, les discussions les plus intéressantes que j'ai, en tout cas avec des décideurs, c'est toujours les gens qui, en fait, finalement acceptent de remettre en cause leurs certitudes actuellement. Parce que je pense qu'il faut beaucoup d'humilité, finalement, pour dire que même quand on s'intéresse à un sujet, même quand on connaît très bien son marché, on connaît très bien son organisation, la tectonique des plaques en cours est telle que il faut quand même admettre que c'est pas si simple à intégrer et de comprendre les jeux de billard à 3 bandes qui sont en train de se passer. On va en parler sur l'inassurabilité puisqu'on va tomber dedans un peu comme Obélix dans la potion, dans la marmite. En fait, finalement, de comprendre les incidences qu'il y a derrière tout ça, c'est pas si naturel et c'est pas forcément si simple. Tu en parlais un peu, même à l'échelle individuelle, d'être capable d'avoir la profondeur de compréhension sur tous les sujets qui sont en train d'impacter ton organisation. Mais en fait, finalement, on revient à l'essence de ce que doit être l'humain et le décideur, c'est-à-dire effectivement de questionner. Et de revenir toujours pourquoi et comment et quoi et quand. Et au fait, on m'assène telle certitude, mais d'où ça vient et est-ce que c'est encore juste et je crois que c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien avec Dounia, c'est-à-dire que nous, ça fatigue nos équipes, mais on re-questionne en permanence, y compris notre métier. Et ça rejoint la démarche scientifique. Qui est je questionne même la certitude et je la remets en question et finalement la science est si j'ai bien compris c'est un questionnement permanent et je pense que le décideur doit être dans le questionnement permanent, mais c'est épuisant. C'est épuisant, mais c'est son métier, il est décideur, il est censé décider, donc si les choses ne changent pas ou qu'elles ne sont pas questionnées, on le décide de rien. Voilà. Je trouve ça intéressant l'insiste sur la science, parce que je trouve que c'est le plus mauvais procès qu'on fait aujourd'hui à la science. De présenter ça comme le champ des certitudes, alors qu'à chaque fois que j'ai eu à travailler avec des chercheurs, avec des scientifiques, en fait, c'est des gens qui généralement doutent à très haut niveau, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils savent, et ils savent aussi que même ce qu'ils savent est questionnable, et finalement il y a beaucoup d'humilité. Moi je trouve que l'humilité, ça fait partie un peu aujourd'hui en tout cas moi j'ai envie d'arriver sur ce sujet, parce que je pense que sur ce rapport à la complexité, sur ce rapport au changement, sur ce rapport au est-ce que je comprends ou pas, la question de l'humilité, en fait, elle est essentielle. Alors ce débat, il est dans la société. Le chercheur, il détient alors, le chercheur ne détient pas de vérité. Le chercheur avance et il cherche. Parce que, alors là, quand on dit à des chercheurs, des trouveurs, etc., on ne rentrera pas dans ce débat. Parce que là, l'idée, c'est toujours d'aller et de comprendre les choses et de développer les choses. Et ensuite, les scientifiques ont un terme qui s'appelle un consensus. On se met d'accord sur un consensus, on se met d'accord sur une règle pour pouvoir avancer. Mais on se met d'accord en tant qu'humain pour avoir une base commune de réflexion. Mais sinon, sur tout le reste, la technologie avance, la réflexion avance. Et plus on va générer du savoir, plus ce savoir, on va pouvoir s'appuyer sur ce savoir pour mieux comprendre les choses.
Et faire évoluer, Voilà. à rigueur, le consensus. Voilà, exactement. Mais à chaque fois, on va développer et améliorer et faire avancer le consensus. Donc, des fois, il y a des consensus. Tout le monde est d'accord dessus. Et de toute façon, on doit tomber d'accord pour pouvoir avancer. Mais ensuite, c'est comme en philo. Les gens comprennent qu'il y a différentes écoles en philosophie. Et les philosophes sont des scientifiques. Et ben c'est pareil en mathématiques, en physique, etc. Donc, non, le chercheur ne tient pas de vérité. Mais par contre, il essaye d'avancer pour mieux comprendre les choses. Et c'est son métier de mieux comprendre les choses. Et on va reboucler avec le début, hein, mais l'analyse que l'on fait aujourd'hui de l'information parcellaire et immédiate, et qui n'est finalement... Et c'est ça qui fait vérité, nous éloigne du doute. Cette surconsommation de vérité permanente qui n'en sont pas, nous éloigne de cet exercice du doute. Et lorsque je recrute des jeunes professionnels, ils ont tellement peur de poser des questions essentielles. Poser les questions idiotes sont les meilleures. Parce qu'il faut avoir l'air d'être un expert, il faut avoir l'air de savoir. Alors que la vraie ressource, c'est la question. Ça, c'est l'art de questionner. L'art face aux informations qu'on a, finalement, de ne pas avoir peur de dire que je ne sais pas. Je ne sais pas. D'essayer de se dire, c'est quoi mon angle mort là, dans la situation, dans ce que je vois, de ce que je comprends, qui fait que peut-être je n'ai pas compris, ou qui me permettrait de comprendre un peu plus. Et c'est là où toujours le côté un peu transversalité et être en capacité de discuter, d'échanger, de parler aux autres à son niveau avec les éléments qu'on a, pour pouvoir justement arriver à avancer dans sa réflexion, parce que seul dans son coin on peut rien faire. Et dans la transformation, la question de lever les freins, elle vient souvent de la bonne question. Et on passe un temps infini dans nos missions à identifier les bonnes questions. C'est terrible ça. Je pense que c'est nécessaire parce qu'effectivement, des fois, en fait, finalement, on a le sentiment, en tant que décideur, on comprend qu'il y a quelque chose qui coince. On sent que c'est pas les rouages ne fonctionnent pas parfaitement, mais on a du mal à savoir quoi. Et c'est vrai que quand on recourt des fois à du conseil ou de formation, on va penser qu'on a identifié l'objet et des fois on peut effectivement avoir un temps d'itération pour essayer de comprendre quel est vraiment le sujet qu'on essaye de traiter. Et ça c'est passionnant parce que ça montre que ça a l'air simple de formuler une question. Alors que je trouve que ça en fait, et ça c'est la clé de tout. Et d'expérience de se poser sur est-ce que j'ai compris le problème en fait. En fait, si on a compris le problème, on a la solution en réalité. Généralement, oui. Et souvent, une mission de conseil, c'est beaucoup de bien comprendre le problème. Oui. Et d'être capable, du coup, de poser la question derrière. De poser beaucoup de questions. Donc là, ce qu'on retient finalement pour le décideur du 21e siècle, il y a plein de bonnes pratiques à intégrer. Ce côté... je fais le pas de côté, j'accepte de questionner finalement ce que je crois savoir ou ce que je pense savoir pour regarder mon objet, mon organisation autrement et interroger les liens, interroger les acquis, les fondements finalement d'un modèle économique, d'une vision stratégique. Ça c'est assez intéressant. Il y a la question de la transversalité, en tout cas, ou plutôt l'art de la coopération. Je n'y arriverai pas seul. Donc j'ai besoin de m'entourer, j'ai besoin de construire avec autrui pour aller chercher l'information là où elle est, pour lui donner du sens, pour la partager, pour la valider. Si on reprend l'approche un peu scientifique finalement, qui est de dire on essaye de forger un consensus. Donc ça veut dire que chacun vient armé de ce qu'il pense savoir et ensuite on discute, on voit si ça fonctionne ou pas. Est-ce que vous retenez quelque chose d'autre L'approche systémique. L'approche systémique, la vision en grand quand même. Et alors, plus que l'approche méta, l'approche systémique, c'est-à-dire quelles sont les forces et les flux et qu'est-ce qui est lié à quoi et si je bouge ceci, qu'est-ce que ça implique par ailleurs et donc à la fois de mon environnement, mais aussi de l'impact que je vais avoir en prenant telle ou telle action, avoir cette approche système qui est vertigineuse quand on la prend et en méta et en système, mais
mais il n'y a pas d'autre solution pour le coup. Ouais, je pense que c'est intéressant. On va essayer d'illustrer ça avec la question de l'assurance, parce que je trouve que c'est le bon sujet pour ça. Juste avant, cette phrase-là je suis obligé de poser la question, parce que je pense que ça fait partie des tensions aujourd'hui des décideurs. Les décideurs, enfin quand tu décides aujourd'hui, ton objectif, ou en tout cas ta nécessité, c'est quand même de simplifier la réalité. C'est de réussir à avoir, au moment où tu dois prendre la décision, d'avoir la juste information qui te permet d'orienter ton organisation, de prendre une décision. Et je trouve qu'il y a une tension qui est ultra forte, mais hyper intéressante, entre justement le rapport à la systémie, c'est-à-dire de bien comprendre ce qui est en train de se jouer, parce qu'aujourd'hui, des fois, on prend des décisions alors qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se jouer, et la nécessité quand même que j'entrevois chez le décideur qui lui fait, en fait, vous l'avez décrit, hein, il est confronté, quand on dirige une organisation, on passe notre temps à être exposé à de l'information, à des données qui entrent, et en fait, à partir de ces données-là, on prend des décisions. Donc, c'est des gens qui sont surexposés et qui ont besoin finalement d'une manière ou d'une autre de simplifier le réel, parce que c'est ce qui leur permet, à la fin, de pouvoir prendre une décision. Et en même temps, cette simplification du réel, aujourd'hui, c'est aussi un piège, parce que du coup, ça veut dire que par moment, parce que tu as simplifié le réel, tu n'as pas la vision systémique de ce qui est en train de se jouer. Et je trouve qu'il y a, en tout cas, il y a une tension qui est hyper intéressante, que j'ai vue un peu, hein, qui est que des fois, par l'approche systémique, on comprend mieux, mais on n'est pas plus avancé. Et des fois, on décide sans comprendre ce qui se passe. Et donc, du coup, on n'est pas forcément en maîtrise derrière de ce qui est en train de se jouer. Enfin, comment vous voyez les choses ? Moi, je pense qu'il faut accepter de ne pas être en maîtrise. Ouais, oui. Je pense qu'il faut... Je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur la question de la simplification. D'accord. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de se positionner soi-même avec... son défi professionnel et personnel, c'est-à-dire avoir une sorte d'alignement et d'acceptation sous condition de ce qui va advenir. C'est-à-dire, je suis prêt à aller jusqu'où, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est inacceptable pour mon entreprise, et donc en gros de simplifier le cadre, mais d'accepter que le reste soit complexe et systémique. Ok. Et donc, et si tu simplifies le cadre, tu vois le chemin, voire même l'intuition naît. Mais je trouve que le sujet de la simplification, il n'est pas sur le sujet, il est sur le cadre de décision. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, tu es capable de... Ok. Parce que le sujet... le problème, c'est que si tu le simplifies trop, ça réémerge en permanence. Et donc, tu te remets dans des tergiversations personnelles. Ouais. Non, mais je pense qu'on est assez alignés là-dessus, parce que ce que je ressens profondément, hein, c'est le côté que, en fait, tu vois, dans la prise de décision, il y a toujours, pour moi, j'ai toujours identifié 4 moments. Il y a un premier moment qui est en fait une posture où tu es décisionnel, mais tu es ouvert. C'est-à-dire que c'est le moment où tu sais que tu vas devoir décider des choses. Mais pendant ce moment-là, finalement, t'es ouvert à l'aventure, à la discussion avec autrui, parce que tu t'es pas forgé une conviction à ce stade. Donc, généralement, cette phase-là, elle est suivie immédiatement d'un moment où, en fait, tu vas rentrer dans ce que j'appelle plutôt de la discussion. Il n'y a pas encore de consensus, mais c'est le moment où tu fais remonter de l'information, tu échanges, tu testes des choses, tu valides est-ce que cette orientation, elle est intéressante ou pas. Et en fait, après, tu bascules dans un autre champ, qui est pour moi la décision fermée. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es forgé une conviction, ce moment-là, en fait, tu remontes à un niveau décisionnel, mais sauf que ta posture, elle est beaucoup plus fermée, parce que d'un coup, tu as pris une décision. Bonne ou mauvaise, et en fait, tu as fermé en fait, le cadre. C'est-à-dire que tu l'as, d'une certaine manière, c'est comme ça que je le dis, mais peut-être que c'est pas le bon terme, mais tu l'as simplifié, parce que tu sais que, du coup, à l'échelle de ton organisation, tu vas avoir besoin d'un coup que tout le monde soit ultra au clair sur ce qui va se passer et comment ça va être produit. Mais et je termine juste sur ce point après. Une fois que tu as ce truc-là fermé, c'est le moment où tu déroules. Et au moment où tu déroules, après, tu réinterroges. Est-ce que mon cadre fermé il est toujours pertinent ? Bien évidemment, il ne faut pas être dogmatique, mais tu as quand même une forme à un moment, je ressens dans les organisations qu'il y a une forme je sais pas, après avoir beaucoup
regarder les choses. Ils ont tendance et je pense à essayer de simplifier le réel, en fait. J'ai pas d'autres termes. Je sais pas comment le décrire. Et c'est intéressant, hein, mais je pense que c'est un besoin, en fait, qu'on a, finalement, pour que ce soit lisible collectivement. Mais ça, c'est pas à l'échelle des entreprises, c'est à l'échelle de l'humain, au final. C'est-à-dire qu'on prend les informations qu'on a, on les analyse, et on les analyse. On peut le faire pour le plaisir, mais des fois, on les analyse pour prendre une décision, pour se positionner, des fois pour dire qui on est. Donc, même au niveau d'une structure, d'une entreprise, c'est la vision, etc. Mais effectivement, à un moment, pour moi, la simplification ne veut à aucun moment dire que c'est simplé. Oui. C'est simple ne veut pas dire simplé. Non, c'est dur de faire simple. Hein. Voilà. Et donc, quand c'est simple, c'est clair. Et c'est un peu, tout à l'heure, tu as parlé de l'IA. En fait, c'est qu'est-ce que tu as mis en données d'entrée sur cette information qui va être simplifiée, traitée, retraitée, etc., pour permettre la décision. Effectivement, après, quand on prend une décision, même au niveau d'une famille, on décide de voyager dans tel pays, après, il faut faire les valises. Oui. Donc, la valise, est-ce qu'il y aura des manteaux ou des maillots dedans? À un moment, on simplifie et après, oui, on active parce qu'il faut opérer. On ne peut pas prendre des décisions et qu'elles ne soient pas opérables derrière. Donc, c'est normal. Mais dans l'accélération des mutations actuelles, moi, je ne vois pas la décision comme quelque chose de fini. Non, c'est-à-dire que, tu vois, donc tu rentres dans un continuum de décision. C'est pour ça que je parle davantage de cadre. Pour que les autres soient, enfin, pour que les décisions d'après soient cohérentes et que tu sois confortable en tant que décideur avec ce continuum et non pas. Et que l'itération soit possible, surtout. C'est ce qu'on. Souvent, on parle de durabilité, mais c'est ça, en fait, la durabilité, ça ne veut pas dire que c'est là et ça restera tout le temps. C'est que l'itération sur cet objet-là soit possible. Et du coup, nous, on parle beaucoup de gouvernance quand on aborde ces sujets-là, parce qu'en fait, la question de la robustesse de la gouvernance qui permet de continuer à questionner l'objet sans changer complètement le cadre à chaque fois, aujourd'hui, ça fait partie des bonnes pratiques dans n'importe quelle organisation, que ce soit une entreprise, un territoire, une institution. La capacité finalement à lier la décision avec un objet qui permet d'avoir la discussion autour de cette décision, c'est ce qui permet de tenir le temps long, en fait. Absolument. Parce que sinon, la décision d'hier, elle est déjà contestée le lendemain, parce qu'il y a plein d'informations qui remontent, et donc ça devient un objet vivant. Enfin, en tout cas, peut-être, je ne vais pas dire que ça l'était pas avant, je ne pense pas que ça l'était pas avant. Je pense que juste, aujourd'hui, il y a encore plus qu'avant, le besoin finalement de prévoir les itérations autour de cette prise de décision. Et donc dans les bonnes pratiques que tu interrogeais, pour moi, définir ce cadre que nous parfois on appelle de cette thèse ou cette. Alors il y a la thèse d'investissement, il y a la thèse de recherche, il y a la raison d'être, il y a la thèse de décision. Il y a la thèse de décision. Enfin bon, une fois qu'on a posé ce cadre-là, qui est en fait qui revient aussi à identifier l'essentiel pour l'entreprise et pour la personne. La décision est facilitée, mais c'est finalement ça la première grande décision, faire cette thèse-là. C'est de poser le problème, comme on a dit tout à l'heure. On pose le problème, et une fois que le problème est bien posé, là, on peut aller chercher des réponses. Donc, ça est déroulé. Donc, là, chercher les réponses, c'est collaborer, c'est faire des sprints de recherche, c'est transformer cette recherche-là en données qui sont justement en capacité d'être pris en main par des décideurs, par des collaborateurs, etc. etc. Je vous propose de parler du problème, du coup. Il y en a plusieurs. On va dire que là, actuellement, vous travaillez sur un problème, qui n'est pas un petit problème. Un problème passionnant, mais un problème quand même, qui va quand même tous nous concerner. Une question. Pour l'instant, ce n'est pas encore complètement un problème, même si on sent qu'il y a un problème derrière la question. Donc du coup, la question de l'inassurabilité. Je me dis que c'est bien, peut-être, avant de rentrer un peu, finalement, vous, dans comment vous essayez de construire la réponse à ce questionnement-là, peut-être de définir un peu le problème de l'inassurabilité, d'essayer d'expliquer assez rapidement qu'est-ce qui se joue autour de l'inassurabilité aujourd'hui. Parce que j'imagine que c'est un sujet un peu technique, tout le monde ne connaît pas forcément naturellement. Donc, peut-être posons le questionnement et peut-être les problèmes qu'on identifie à travers ça. Alors... L'assurance, fonctionne en fonction d'un aléa. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui protège contre un aléa.
Et toute l'ingénierie financière qui est faite est un calcul, je vais simplifier, hein, de probabilité de risque et donc qui relève de cet équilibre de probabiliste qui est calculé par les actuaires, au regard d'une historicité du risque. Et pour l'assurance automobile, c'est très très robuste. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que le changement climatique fait sauter tous les modèles et coûte extrêmement cher aux assureurs. Alors, du coup, il y a deux problèmes, du coup, je comprends, j'essaye de simplifier, c'est que, d'une part, il y a en fait un aléa qui tend à se renforcer. Donc qui tend à disparaître. Oui, c'est-à-dire que ça commence en fait à se répéter, donc c'est plus un aléa, et donc chaque année, effectivement, il y a des risques qui se concrétisent. Oui. Et ces risques-là, un des problèmes, c'est que finalement, ils arrivent tous les ans, ils ont tendance à croître en intensité et en fréquence. Et que du coup, le financement, le modèle économique autour de tout ça, c'est quelque part, il faudrait élever le niveau de cotisation en face, finalement, pour... Alors, il y a plein de solutions. Hein, la première solution pour l'assureur, c'est d'arrêter d'assurer. Non, mais c'est une vraie possibilité. Et les décideurs en assurance peuvent te dire, quand il n'y a plus d'aléas, il n'y a plus d'assurance. Enfin, c'est plus mon problème. Moi, assureur, si l'État veut décider si les citoyens entre eux veulent s'organiser pour se protéger, etc., très bien, mais moi, c'est plus de l'assurance dans le sens propre du terme. La couverture d'un aléa. Donc, par exemple, on n'assure plus l'amiante. Ok, oui. Il n'y a plus d'assurance contre le risque amiante. Parce que ce risque ne devrait pas exister. Et dans certains chantiers, quand il y a de l'amiante de déclarer, on sait que le risque est certain, je ne l'assure pas. Donc ça fait partie des exclusions des contrats. Le risque climat pourrait être exclu des menus de risque. C'est pas le choix qui est fait en France pour l'instant. Et on ne sait pas du tout quel sera le choix du politique et de l'industrie assurantielle. Ce qui est sûr, c'est que dans certaines zones de France et dans les DOM-COM, il y a des risques qui sont tellement accrus que les équilibres assurantiels sont questionnés. Et donc, on se retrouve avec des zones qui coûtent très très cher et qui coûtent cher aux zones qui ne sont pas exposées. Pour rétablir les équilibres, on a monté la taxe sur les 4 nat de 12 à 20% en début d'année sur l'ensemble des contrats. Si on continue comme ça, il va y avoir un problème d'acceptabilité du prix du contrat d'assurance. Je précise pour les gens qui ne sont pas versés, un CatNat, catastrophe naturelle. Pardon. Donc effectivement, de dire, vu que le risque est plus fréquent, on vient élever le niveau de cotisation. On vient élever le niveau de cotisation pour tout le monde, parce que c'est le choix de la France de mutualiser. Parallèlement à ça, donc il y a certaines zones qui sont de plus en plus soumises à ces aléas climatiques, qui sont les inondations, ce qu'on appelle le retrait-gonflement d'argile, c'est-à-dire la sécheresse qui fait bouger les sols et qui fissure les maisons. Il y a la moitié des bâtiments en France qui sont concernés par ce risque. Toute petite proportion. Petite donnée, 50%, on est tranquille sur ce sujet. Alors, ils sont concernés par le risque. Ça peut être la petite fissure à la très grosse, hein, mais néanmoins, c'est un risque... Ça montre une exposition qui est quand même, en fait... conséquente, hein, quand on atteint 50% de c'est ce qui coûte le plus cher aujourd'hui aux assureurs, plus que les inondations. D'accord. Après, il y a un autre risque qui n'est pas CatNat, qui est le retrait du trait de côte, c'est-à-dire que le niveau de la mer montant, l'érosion faisant, il y a nombre de bâtiments près du trait de côte qui sont en péril, ou qui le seront d'ici peu. Donc, tout ça fait qu'il y a je pourrais en parler longtemps. Tout ça fait que, en fait, la question est-ce qu'il n'y a pas des zones en France qui demain ne pourront plus être assurées parce qu'elles pèseront trop ou parce qu'on sera trop sûr que la maison va finir dans la mer. D'accord. Inassurable, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'aléas. Voilà. Et que c'est sûr. Ouais. Et donc là, en fait, on est en train d'évoquer un changement des règles du jeu, hein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nos modes de vie, nos modes de production, de consommation, ils sont
ils sont largement basés sur le fait qu'en fait, on vit quand même dans une société qui est assurable et assurée. Absolument. Et donc, quand on parle de confiance de notre économie, confiance des marchés, confiance de la population, il y a une grande part de tout ça qui repose sur le fait que vous construisez une maison, vous lancez une entreprise, vous lancez une activité. En fait, vous êtes pas sans parachute. C'est-à-dire qu'il y a quand même un filet de sécurité. C'est-à-dire qu'on sait que la prise de risque peut entraîner des fois, il y a un aléa, mais que si cet aléa se manifeste, a priori, vous ne retrouverez pas le dénouement le plus complet. Sauf que là, on est en train de dire, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que ce problème de l'inassurabilité de certaines zones, ça expose des habitants, leur lieu de vie, des entreprises avec leurs appareils de production, des agriculteurs, les infrastructures. En fait, finalement, on a tout un écosystème qui commence à être exposé en fait, à un risque d'inassurabilité, finalement. Oui, absolument. Et que ça est en train de changer les règles du jeu, puisque... Alors, les règles du jeu n'ont pas encore changé, et il y a bon nombre d'assurances qui restent obligatoires, sur lesquelles l'État doit trouver une solution. Donc, il y a une institution qui s'appelle un bureau technique, on peut aller le chercher pour aller trouver des assureurs si vraiment on ne trouve pas d'assureurs. Un peu comme pour les automobiles, en fait. Finalement, absolument. Il y a une obligation de couvrir les assureurs. On n'aime pas trop, généralement, certains profils, mais il y a une obligation de fournir une assurance automobile aujourd'hui à n'importe qui. Et ça, c'est potentiellement dans 2 ans, en 2027. Il se passe des tas de trucs en 2027. On va avoir la publication de la cartographie du PNAC, donc du Plan national d'adaptation au changement climatique, qui va sortir une cartographie superposée de l'ensemble des risques. Donc on va aller voir tous à l'échelle très locale. Et en parallèle, on va avoir la publication de l'Observatoire de la démutualisation, autrement dit, de là où on ne mutualise plus, donc on a un risque de ne plus assurer. Et donc, on anticipe qu'en 2027, les institutions vont organiser potentiellement le retrait des assureurs dans certaines zones, y compris juridiquement. C'est une anticipation. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, il y a des collectivités qui peinent à s'assurer, qui ne sont pas assurées. Il y a des habitations qui peinent à s'assurer parce qu'elles n'ont pas de réponse des assureurs. Il y a des entreprises de la même façon et qui mettent les assureurs, notamment les mutualistes, qui assurent quand même, en difficulté parce que c'est elles qui se retrouvent avec les risques les plus importants, enfin les mauvais risques, comme ils les appellent, parce qu'ils ont fait la promesse de la mutualisation. Donc il y a des déséquilibres qui sont en train de se créer. Donc, là, on arrive avec la systémique, donc c'est à la fois un sujet pour les assureurs et sur le choix de marché, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste mutualiste en France ou pas, ou est-ce qu'on segmente. C'est un sujet pour les habitants, pour les collectivités locales et pour les entreprises. Ok. Écoutez, c'est un super... je vais pas dire c'est un super problème, parce qu'en fait, non, peut-être pas, mais c'est un problème... en fait, tout à l'heure, tu as dit, on a besoin de... Tu parlais du règle du jeu, en fait. Là, il va falloir définir... Là, tout de suite, il va falloir définir ces règles du jeu. Oui, parce qu'en fait, le risque, c'est d'attendre 2027. C'est ça. Et en fait, non, c'est impossible d'attendre 2027. Réagissent un peu dans ça sera trop tard. Ça sera trop tard, ça va être compliqué. On sait que ça va pas bien se passer si c'est géré dans l'urgence. Donc là, je comprends aujourd'hui qu'il y a un vrai sujet, finalement, d'être en train de penser 2027. Et c'est quoi le cadre collectif, finalement, qui nous permet de penser l'assurance en 2027 pour prendre en compte cette question de l'annonce. C'est pas penser l'assurance, mais que fait-on de ces zones qui vont devenir inassurables. Le sujet n'est pas forcément de l'assurance, c'est un sujet social. S'il n'y a pas d'école, on fait comment? S'il n'y a pas d'hôpitaux, on fait comment? Si l'industrie doit bouger, comment on réfléchit les chaînes d'approvisionnement? Ce n'est pas qu'un sujet d'assurance. Oui. C'est un sujet de société, c'est un sujet de politique, c'est un sujet industriel. En fait, c'est le premier défi court terme d'adaptation. C'est ça.
Pour les Français. Ouais. Enfin, pour les Français en métropole, parce que dans d'autres territoires en France, on a bien compris ce que c'était que la nécessité d'adaptation. Mais en métropole, c'est le premier grand défi d'adaptation. D'accord, donc on va avoir en fait finalement une préparation de ce que le pays va devoir vivre de toute façon dans les décennies qui viennent sur, à mon avis, d'autres sujets. Bien sûr. Là, on l'a un peu en avance de phase où ça va arriver assez concrètement. Et, donc, et assez rapidement, surtout. Assez rapidement, 2027, c'est demain. Donc, c'est dans 2 ans. C'est vrai que ça va poser des sujets. Alors, ça, on va plonger dedans, puisque c'est quand même l'objectif de ce podcast-là. Finalement, vous avez une réponse, en tout cas une proposition pour essayer de trouver des réponses à ces sujets, à ce sujet qui est complexe, qui est l'innovation en écosystème. Alors c'est un nom un peu barbare. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire innover en écosystème Comment vous le présenteriez finalement de manière un peu simple et compréhensible finalement pour les gens Alors, il y a le côté innovation et le côté écosystème. Donc, innovation, je ne vais pas refaire toute la définition de l'innovation, mais pour le faire simplement, c'est qu'on a une question, on a une idée qui va se transformer d'une certaine manière en marché. C'est comment je pars d'une problématique et que je la transforme en opportunité pour la société, pour une entreprise, etc. Et en écosystème, c'est comment on le fait de façon transversale. C'est ce qu'on a dit, la question de l'inassurabilité n'est pas une question d'assurance. C'est une question sociale, politique, industrielle, territoriale. Et donc, c'est ça l'écosystème. C'est comment je prends un problème, je mets des idées en commun, je transforme ces idées en opportunités. Ok. Donc, en fait, finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est que le modèle de l'assurance tel qu'il fonctionne aujourd'hui, finalement, il ne fonctionne pas avec ce qui est en train de se passer sur ces zones qui deviennent inassurables, tout simplement parce que c'est plus un aléa. Et donc, ça laisse un vide qui est qu'est-ce qu'on fait de ces zones, comment on les traite, et donc c'est quoi le modèle ou les modèles qui permettraient de répondre à tout ou partie des enjeux qui sont en train d'apparaître. Tu l'as dit, fait de société, mode de vie, localisation des industries, comment on gère tout ça, et c'est quoi les modèles qui nous permettent finalement de prendre le relais du modèle assurantiel qui est peut-être plus fonctionnel dans ces zones-là. Et donc on le fait collectivement, parce qu'en fait personne ne peut avoir la réponse complète. Absolument. À l'échelle individuelle. On a besoin d'avoir un pourtour d'acteurs qui vont contribuer. C'est même pas ceux qui vont contribuer, c'est ceux qui peuvent le penser. Tout à l'heure, on disait on pense en silo et on fait pas les pas de côté. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de créer ce collectif qui, de par leurs discussions, soit les scientifiques transdisciplinaires, soit les décideurs trans-expériences, trans-secteurs, vont pouvoir considérer le sujet et se dire, voilà à quel endroit moi je manque d'eux pour pouvoir agir. Et en face de cette personne, il y aura une autre qui va dire, mais attends, moi je peux t'apporter ça parce que je sais que, et j'ai déjà l'expérience d'eux. Et donc, c'est de faire confiance en cette discussion fructueuse qui permet de finalement changer le focus et inventer autre chose. C'est au final ramener tous ceux qui ont l'expérience, la connaissance, le savoir et la capacité de décider. La capacité d'agir. Et en fait de relier tous ces fragments. Fragments, ok. Je l'avais. De relier justement tous ces fragments. Et c'est là, nous, ce qu'on appelle au final, c'est on va être en capacité d'avoir justement cette thèse. L'idée là, c'est de mettre les compétences en commun, les compétences en présence et les pour pouvoir, voilà. D'abord, on définit la thèse. Une fois qu'on a défini cette thèse, on regarde quelles sont en fait les possibilités de recherche, les possibilités d'action qu'on va cadrer autour de cette thèse. Qui répondent aux intérêts stratégiques des parties en présence. Voilà. C'est-à-dire qu'on crée un commun, en fait. Ouais. Donc, très concrètement, moi, je vous propose, abordons-le un peu comme ça, faisons le pitch de l'approche. Tu veux qu'on le fasse pour Reset ? Voilà, exactement. Non, mais de se dire, finalement, là, aujourd'hui, il y a la question de l'inassurabilité. Aujourd'hui, cette innovation en écosystème, comment vous la structurez, vous la déployez pour essayer de répondre à cette question-là et de décrire peut-être par le menu un peu comment vous comptez vous y prendre, parce que je trouve que c'est intéressant comme en fait finalement comme approche. Donc
Pitchez-moi un peu l'approche en disant le point de départ et faisons un espèce de pas à pas finalement pour que tout le monde comprenne bien un peu quelle est l'approche qui est la vôtre. Alors, on reprend. Ok, c'est parti. Donc, on prend différentes structures, institutions, etc., qui travaillent sur un sujet, Ok. ou qui est en tout cas liées à un sujet. Par exemple, l'inassurabilité des zones. Ce qu'on appelle les zones noires. Les zones noires, d'accord. Voilà. Et donc voilà, ça peut être des chercheurs, des entreprises, des territoires, etc. On va décider déjà de quelle est notre thèse. Donc, quel est ce bien commun. Ok. Et donc, à partir de cette thèse, on va venir tirer des sujets de recherche. Donc là, l'idée, c'est d'aller en sprint et d'aller chercher, en fait, parce qu'on fait de la recherche, donc on va chercher, ou d'identifier, en tout cas, toutes les réponses possibles et opérables. D'accord. Donc ça se fait, c'est des sprints qui se passent vraiment en 3 mois sur chaque sujet. Et à la fin de chaque sprint, on va transformer ces assets robustes et scientifiques en données stratégiques de décision qu'on va soumettre à ces comités. Donc les comités qui sont à la fois constitués des membres fondateurs de chacun de notre laboratoire, parce que là on parle des zones inassurables, mais on a travaillé par ailleurs sur différents sujets. Ça fait 5 ans qu'on a affûté notre méthodologie. Et donc, on va soumettre ces assets aux décideurs, aux chercheurs, etc., pour ensuite les amener à réfléchir ensemble sur, justement, avant de simplifier. Ok, on réfléchit tous ensemble. Donc, on est parti d'une question, on a fait des recherches, on transforme, on donne ces questions à réflexion. Chacun ramène son expertise, son expérience et sa capacité à ce moment-là d'agir. Et à partir donc de ces assets scientifiques stratégiques, naît les opportunités d'action, les opportunités de business. Et là, autour etc. de la table, c'est magique, parce qu'ils réunissent leur volonté et leur capacité d'agir, et ils lancent des actions. Et donc, derrière, on engage les équipes sur des chantiers de co-construction et derrière de transfert de l'innovation, parce que les décideurs qui sont autour de la table ont dit, voilà. C'est la bonne approche. On va faire ça, on va financer avec un tel. Lui, il est d'accord pour partager la data. Là, au niveau réglementaire, on va aller voir. Donc, en fait, ça se fait en cheminant et en échange. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment dans ces logiques d'innovation ouverte, en fait, qui est de dire, pas à l'échelle d'une organisation, parce que je sais que souvent c'est pensé à l'échelle d'une organisation, mais là, on réunit autour d'un problème commun, finalement, des gens qui sont intéressés à la résolution de ce problème-là, parce que d'une manière ou d'une autre, ce que je comprends, c'est que la thèse de départ, il y a une épine dans le pied, en fait, dans tout ça. C'est soit parce qu'on voit bien qu'on ne pourra plus y aller parce que c'est une zone noire et que c'est compliqué, soit parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir continuer à être rassuré, soit parce qu'on a des enjeux de cohésion sociale et sociétale à des endroits. Soit parce que c'est un défi et une opportunité magnifique. C'est-à-dire, comment on va inventer demain le modèle de demain. Le modèle de demain. Et là, en l'occurrence, il y a des tas de choses... Mais il y a une tension de départ qui, en fait, amène des acteurs à se dire, OK, d'une manière ou d'une autre, ça ne peut pas rester un impensé à l'échelle de mon organisation. Donc là, vous réunissez, en fait, un certain nombre d'acteurs qui sont convaincus, qui ont cette intention-là. Derrière, finalement, vous découpez le problème en plein de problèmes, de ce que je comprends. Si je fais fausse route, vous me dites. On découpe le problème en plein de sous-questionnements, en fait, qui permettent finalement de se dire, peut-être que si on fait remonter du savoir, de la compréhension sur ces différents éléments, on a peut-être une chance d'être en capacité de proposer des solutions. Donc là, encore une fois, tout le monde met un peu la main à la pâte, finalement, pour dire, à l'échelle de mon organisation, je vois ça comme sujet. À l'échelle collective et dans ce qui me lie peut-être à d'autres acteurs autour de table, j'ai identifié ces sujets-là. Collectivement, on se met d'accord sur le fait qu'il va falloir aller documenter un peu tous ces aspects. On lance les sprints. Je comprends, là, c'est l'étape où on dit, OK, on va travailler. On va aller essayer d'alimenter, on va faire remonter de la data, on va faire remonter du savoir, on va essayer de se dire qu'est-ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Et à partir de là, on rentre dans une logique qui est finalement, je ne veux pas utiliser ce terme de simplification, mais en tout cas
De synthèse. reformulation, de synthèse, qui permet de dire le champ des possibles à ce stade, parce que j'imagine que vous ne fermez pas complètement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs options, qui d'ailleurs sont peut-être pas exclusives l'une de l'autre, mais qui permettent finalement à chaque organisation d'attaquer le sujet, typiquement de la zone noire, en disant qu'est-ce que moi je peux proposer en tant qu'organisation sur ce défi-là, en termes de réponse. Je vais ajouter une couche. Ok, ajoutons une couche. Alors, le travail n'est pas que dans la question du sprint de recherche. Définir la thèse au départ est issu d'une compréhension intime et une immersion dans la stratégie de chacun des acteurs fondateurs. Oui, il faut que ce pour soit arriver clair à chez identifier le fameux cadre, c'est-à-dire il faut réunir les cadres dont on parlait tout à l'heure des décideurs pour arriver à trouver le chemin commun, l'intérêt commun des structures. Ça, c'est la première étape. L'étape suivante pour faire le cadre et la thèse de recherche, c'est de regarder l'état de l'art. C'est-à-dire qu'est-ce qui existe déjà sur le sujet et qu'on n'a pas besoin de mobiliser. Oui. Quels sont les acteurs qui sont déjà en présence et qui travaillent déjà. Quels sont les observatoires bref, où est-ce qu'on en est, quelle est la cartographie des acteurs et des savoirs. Et à partir de là, on peut commencer à questionner et faire émerger les choses. Donc ça, c'est déjà tout un boulot. Il y a un énorme travail de médiation permanente entre le vocabulaire scientifique, le vocabulaire stratégique, le vocabulaire opérationnel et entre les différents secteurs. C'est clair, j'imagine qu'entre une entreprise du monde assurantiel et une collectivité territoriale... et un chercheur, voilà. Donc ça, c'est un cheminement et un travail qui est très important parce qu'il se doit d'être exact. Oui. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être dans l'approximation et dans l'interprétation parce que sinon on se perd en 2 secondes. Oui. Et puis il faut toujours recadrer la règle du jeu que nous avons posée, soit pour les chercheurs, soit pour les partenaires. Donc après, il y a les sprints de recherche. Et puis le sujet de la transformation et du questionnement avec les acteurs, elle est éminemment scénarisée. De façon à ce que on embarque des très grandes compagnies et leurs décideurs, les COMEX. Faut pas que ça leur prenne plus de 4 heures tous les 6 mois. Sinon, on les a pas. Et donc, il faut arriver à faire un concentré de savoir et d'expérience qui leur plaise, qui les nourrisse et qui leur facilite la réflexion et la décision et la décision de coalition. Parce qu'en fait, in fine, on ramène pas chaque acteur à lui-même pour son entreprise, on engage à l'alliance. Ok. Pas complète, mais s'il y a 10 personnes 10 entreprises autour de la table, les alliances, elles se font par 3, par 4, par 5, et c'est là où ça devient puissant. Parce que du coup, il y a un engagement collectif aussi sur ce sujet, et ça crée des... Alors, je sais pas si le terme est bien choisi, mais dans le monde entrepreneurial, on parle beaucoup de mafia. Vous savez, je sais que le mot est peut-être pas très bien choisi, mais de la part d'entrepreneurs qui ont déjà monté des entreprises avant et qui ont tendance à se réunir ensuite parce que ils ont l'habitude, ils ont pris une habitude de travailler ensemble, ensemble. C'est pas une question d'impératif collectif. Ok, d'accord. Et ça veut dire que ça a été positionné à l'étage de chacun des COMEX ou des organes décisionnels. Donc c'est acté que c'est un sujet sur lequel l'organisation va aller. Et c'est acté que, je sais pas, je suis un acteur de l'immobilier, tu es un acteur de la finance, je vais pouvoir développer les solutions pour le bien commun parce que tu vas m'inventer une ingénierie financière. Qui me le permet. Qui va te permettre. Et par ailleurs, il y aura un assureur qui va assurer l'expérimentation. Et puis à côté, il va y avoir une grosse infrastructure qui va amener le rail jusqu'à tel endroit. Donc, en fait, c'est parce que ça se noue comme ça que ça grandit vite. D'accord. Donc en fait, vous fournissez l'ingénierie de la coopération, en fait. C'est joliment dit, ça. Ouais. Je peux le garder ? Bon, allez-y. Sur ce sujet, en fait, qui est de dire comment tout au long, en fait, de la conscientisation du problème à l'élaboration des solutions, à tout moment, je mets en tension les organisations entre elles, finalement, pour aligner les rouages, parce qu'en fait. Ce qui arrive assez souvent sur ce type de sujet, c'est qu'une organisation a compris le problème, la deuxième aussi, elle n'a pas forcément la solution, mais de toute façon, elle n'a pas les leviers pour répondre, donc en fait, à la fin, on finit par dire, je n'ai pas les leviers, donc, et donc je pourrais essayer de répondre si je rentrais en contact avec X. Le fait d'avoir, en fait, à vos côtés un tiers de confiance qui met de l'huile dans les rouages, ça permet effectivement de mettre en tension tous les acteurs, de soutenir l'effort de recherche,
de s'assurer qu'on alloue des ressources au bon endroit, j'imagine, puisqu'on a déjà fait l'état de l'art. Et donc de se donner une chance de réussir, en fait, Absolument. sur un sujet aussi complexe. Parce qu'en fait, le sujet, il est là. C'est que le sujet est très complexe et que ça demande un engagement, finalement, de ressources qui n'est pas disponible à l'échelle d'une organisation et qui n'est pas dépendant d'une seule organisation. Donc, le fait d'avoir une approche en collectif, ça permet finalement de renforcer ses chances de trouver des solutions intéressantes. De craquer le problème et de saisir l'opportunité de bouger. Oui, parce que c'est présenté comme ça, effectivement. J'imagine, de toute façon, c'est aussi ça qui intéresse ces acteurs-là. Ils voient le problème, donc transformer ça en opportunité. Bien sûr. Ok. Et donc, du coup, cette méthode-là, ça fait plusieurs années que vous l'éprouvez, que vous l'avez testée, vous l'avez déployée. Vous avez des exemples un peu à me donner un peu sur ce qui aura été fait et ce que ça a donné, en fait, finalement, en termes d'enseignement que vous retenez un peu de cette démarche-là. Alors, on l'a un peu lu entre les lignes à travers ce que vous avez présenté, mais je trouve que c'est intéressant de plonger sur un autre sujet, peut-être. On peut pas... de la mobilité. De la mobilité. Je t'en prie. On a, de la même façon, alors pour le coup, développer un laboratoire en écosystème monopartite, c'est-à-dire payé par un seul commanditaire, mais qui a invité l'ensemble de son écosystème. D'accord. Donc, en l'occurrence, c'était un courtier en assurance qui travaillait pour des constructeurs automobiles et qui a embarqué les constructeurs, les assureurs. Il y avait plusieurs assureurs concurrents autour de la table, réparateurs, préventeurs, start-up, logiciels. Il m'en manque. Et on a mis acteurs d'accompagnement de territoire. Oui. Donc on a mis autour de la table citoyens, l'écosystème de la mobilité. Et l'objectif du laboratoire, c'était d'observer les mutations des mobilités, finalement du véhicule thermique classique à toutes les possibles des mobilités pour les différents publics. En construisant la thèse de recherche, on a réduit ce sujet, parce que celui-là, il est immense. Il est tentaculaire. Oui. En parlant de mafia. il est déjà traité par 1001 laboratoires. Oui, et donc, on a réduit. Et, on a par exemple exploré la question de la prévention. La prévention de la sécurité et du risque routier n'est pas le même si c'est un véhicule électrique ou thermique. Parce qu'en fait, le risque n'est pas au même endroit. Ouais. Donc, on a cherché le pourquoi du comment, et notamment pour arriver à réfléchir à des moyens de prévention avec l'écosystème d'acteurs pré-évoqués, et en analysant la data des différents assureurs pour identifier clairement les sujets, ce qui n'avait jamais été fait. Autre exemple, le problème du véhicule électrique et de son assurance, on y revient, c'est le coût de la batterie qui est, si on schématise énormément, la moitié du coût du véhicule. En fait, cette batterie est sortie du modèle économique de l'assureur, du constructeur et du réparateur au moindre accident déclenchant un airbag. D'accord. En gros, ma batterie, je la démonte et je la mets dans l'économie de la seconde main pour stocker de l'éolien ou ce genre de choses, mais je ne peux plus la remettre dans la voiture. Pour des risques liés à la batterie. En fait, c'est un consensus de marché. Voilà. D'accord. Okay. C'est un consensus de place qui trouve que c'est très très dangereux de soit l'ouvrir, soit la réparer, soit etc. En revanche, si tu as un accident et que l'airbag n'est pas déclenché, on ne trouve pas ça dangereux. Ok, d'accord. Voilà. Et ce qui, en soi, est complètement fallacieux. Ouais. Mais c'est un consensus. Et donc, on a questionné ce consensus qui coûte très très cher à l'assureur, qui a un vrai coût d'image pour les constructeurs et qui impacte évidemment les réparateurs. Donc, tout le monde était d'accord. Tu le vois, l'intérêt commun, tu vois, de comment on traite. Là, et on est arrivé. Et toute la chaîne de valeur de la batterie au final. Et donc, alors là, pour le coup, on était sur des disciplines de sciences dures. Alors là, on avait du génie des procédés, on avait de la chimie, on avait de la réglementation, de la physique. Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Pour arriver à créer les conditions de réparabilité. Et c'est-à-dire que même juste arriver à se dire le pourquoi du comment
la batterie n'est pas réparable, ou pourquoi est-ce qu'une voiture accidentée, donc électrique, sa réparation coûte cher, les gens ne savaient pas. Enfin, si, on s'imaginait que c'était la batterie, mais le pourquoi, personne ne savait. Et c'est le fait de pouvoir mettre les compétences de manière transversale autour d'une table qu'on a fini par comprendre. Et que les acteurs ont pris conscience que s'ils travaillaient autrement, peut-être qu'ils pouvaient faire bouger le consensus. Exactement, c'est ça. Exactement. Parce qu'on se dit, très bien, mais si l'airbag se déclenche, j'enlève la batterie, pourquoi ? Et quel est le rationnel pourquoi je ne peux pas la réparer et la remettre dans la voiture ? C'est une question réglementaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse ? Donc c'est une question de génie des procédés. Et c'est intéressant parce que je trouve que finalement ça permet de dire des fois les consensus sont logiques mais pas forcément rationnels. Oui, absolument. Et ça, je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant. C'est le fait que des fois le point d'atterrissage sur un consensus, c'est pas forcément qui serait le plus rationnel, mais ce qui est le plus logique collectivement. Ou le plus simple à mettre en place. Le plus simple, parce que c'est simple, il y a moins de trous dans les tuyaux. Et finalement, c'est là où l'innovation et un nouveau modèle peut naître. Du collectif, parce que ça permet d'avoir une approche à plusieurs. Et rapide. C'est-à-dire qu'on peut décider, vu les personnes qui sont autour de la table, ils peuvent se taper dans la main en se disant « Ok, pendant 6 mois, on essaye ça ». Donc là, ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, vous l'avez fait pour un acteur. Donc il y avait une commande, finalement, que en tout cas, sur cet exemple-là, avait bien identifié que ça marchait. Enfin, il fallait creuser un peu le sujet parce que c'était pas optimal. Là, vous essayez de le passer finalement à un constat partagé. Et donc, c'est hyper intéressant parce que vous remontez encore d'un cran pour finalement, d'où le travail de définition de la thèse, en fait, finalement, qui est d'autant plus important en collectif. Puisque vous allez avoir justement toute une discussion autour du sujet de l'inassurabilité, mais j'imagine avec des lunettes d'acteurs qui... pas dire qu'ils ne voient pas le monde de la même façon, mais si un peu quand même, forcément. Oui, c'est normal. C'est des métiers différents. C'est des métiers différents, c'est des enjeux différents. Et en même temps, au bout d'un moment, j'imagine que ça se recoupe quand même. Ça, c'est notre travail, du coup. Ok. Sur le sujet des mobilités, dans la thèse, il n'y avait absolument pas la question de la batterie. Tu vois, c'est venu après. C'est venu après, c'est que au tout début, c'était je veux me positionner sur un marché plus large. Je veux redynamiser mon offre, je veux innover, etc. Et donc, il faut que je me mette davantage dans la réalité de l'évolution des mobilités. Et tu vois, et ça arrive jusqu'à mon problème de batterie et d'airbag. Donc, en fait, c'est le chemin qu'on a fait entre cet acteur et ses objectifs stratégiques. Et on a intégré toutes les enjeux stratégiques des parties prenantes que je t'ai citées. Et on est arrivé là. Mais c'est chemin faisant que l'innovation en écosystème nourrit le questionnement. C'est comme quand on a travaillé sur la thèse d'investissement pour les manufactures dans les territoires. La question de départ, c'est je veux investir dans les territoires pour redynamiser l'industrie. Ok. Tout en ayant un impact positif. Donc le mot impact. Et donc de là, de notre travail, on a dû tirer le fil pour essayer de comprendre c'est quoi l'investissement, qu'est-ce qu'une manufacture dans un territoire, parce que quel est son attachement à ce territoire. Voilà, c'est large. Donc sur quelle typologie de manufacture, qu'est-ce qui intéresse. C'était pour un fonds d'investissement. C'était pour un fonds de donation. Ok, d'accord. Dotation. De quoi ? Dotation. Donc là, l'idée, c'était finalement, je vais avoir un tas de billets à investir. Non, c'est pas un tas de... C'est comment j'investis et comment mon investissement peut avoir un intérêt pour un territoire. Okay. Et donc, il y a beaucoup de choses à définir. C'est déjà de quoi on parle quand on parle de territoire. Quand on veut dynamiser, qu'est-ce qu'on veut dire par dynamiser ? Je vois bien. Et voilà, donc toutes ces questions qui émergent. C'est quoi la valeur d'un territoire ? Et c'est quoi la valeur d'un territoire ? Et ce qui a fait qu'une industrie ou qu'une manufacture
a été dans ce territoire-là, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été dans un autre territoire? Est-ce que c'est une question de matière première? Est-ce que c'est une question de savoir-faire? C'est quoi son ancrage local, en fait? C'est quoi son ancrage? Quand elle était à son apogée, est-ce qu'elle avait vraiment des externalités sociales positives? Oui, non. Comment c'était mesuré? C'est un sujet évidemment qui m'est cher parce que j'adore ce questionnement-là. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, d'une entreprise à l'autre, on voit en fait le fait que l'attachement au territoire peut être à la fois des fois très profond, très enraciné, avec toute une construction historique. Et des fois, l'entreprise peut être là depuis très longtemps et finalement profondément assez détachée du territoire. Et ça, c'est ça qui est intéressant parce que le questionnement, finalement, de comment on construit collectivement de la valeur autour d'une manufacture sur un territoire, c'est pas je pense que c'est pas un sujet qui est. C'est pas un petit sujet. Non, c'est pas un petit sujet, et puis ça vient pas naturellement. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question. Ouais. Parce qu'encore une fois, sur ces sujets-là, on touche à des sujets systémiques, le rapport à la formation, le rapport aux mobilités, le rapport à l'énergie, aux ressources, à l'ancrage local, à l'acceptabilité de ces activités. C'est des sujets qui sont éminemment collectifs, en fait. Le lien, et systémique. Le lien social. Et le lien. Mais tu vois, on revient toujours à la question. Ouais. C'est vraiment le... Mais parce qu'il y a en fait, il y a toute une galaxie finalement de projets, enfin de problèmes. Alors je sais pas, de questions, de problèmes. En tout cas, on les préidentifie comme des problèmes qu'aujourd'hui les organisations n'arrivent pas à traiter. Ouais. Et elles n'arrivent pas à les traiter pour des raisons assez simples en fait. Finalement, c'est que elles ne sont pas à la bonne échelle entre leur pouvoir d'agir et le vouloir d'agir. C'est qu'elles veulent agir sur un sujet, mais elles n'ont pas le pouvoir de résoudre seules cette situation. Et je trouve que ça, c'est en fait finalement, c'est ça qui définit aujourd'hui, je pense, probablement une des thèses d'intervention que vous avez autour de cette approche d'innovation en écosystème, c'est comment est-ce que j'outille ma capacité à adresser des problèmes aujourd'hui qui dépassent ma seule organisation et qui nécessitent que je m'imbrique, que je m'articule à d'autres acteurs pour proposer une réponse intéressante. Et ça, je trouve qu'il y a tous les questionnements, tous les problèmes ne relèvent pas de ce niveau-là. Mais par contre, il y a des sujets un peu sérieux. On parle de transformation systémique, de changement systémique. Il y a un certain nombre de problématiques. Donc, on a parlé de la mobilité, on a parlé de relation à l'investissement sur les territoires. Vous travaillez aujourd'hui sur les zones noires. Je pense qu'en fait, finalement, il y a une profondeur de thématiques qui sont en train d'émerger, qui relèvent de ces sujets-là. En fait, c'est tous les sujets qui sont percutés par les mutations. Mais en parallèle de ce dispositif, on continue à travailler sur d'autres sujets. Mais en fait, le commun de tous ces sujets, c'est... tu parlais de vouloir agir, et finalement, c'est est-ce que j'ai raison de vouloir agir à tel endroit? Ouais. Et en fait, ça questionne vraiment les mutations questionnent l'essence même des modèles d'affaires et des stratégies. Ouais. Est-ce que c'est encore pertinent pour moi Exactement. d'avoir un regard sur ce sujet ou Exactement. Et ça s'accélère s'accélère tellement. Ouais. Et on revient à la difficulté du dirigeant, il a besoin de se retrouver et éclairé et en coalition. Ouais. Et ces coalitions, plus de mafia, c'est terminé. Ces coalitions, finalement, ça se fait à combien? Il faut être combien là? C'est quoi la bonne coalition finalement pour être un peu agile et pour faire des choses pour de vrai sur ces sujets? Donc sur le Lab Zone Noire, on part à 8 fondateurs maximum. Ok, 8. Donc, comité restreint et privilégié pour constituer la thèse. Ok. Et ensuite, on ouvrira. D'accord. À partir de début 2026, on ouvrira à plus large, avec des modalités différentes. Mais les 8 fondateurs vont en tout cas, sont là pour justement cadrer la thèse et définir leurs axes stratégiques. Et ensuite viendront les autres acteurs qui vont venir alimenter chacun leur axe. D'accord. Et mais d'ordinaire, en fait, il n'y a pas de réel chiffre d'or
sur la coalition. Sur la coalition. Mais ce qui est sûr, et d'ailleurs c'est un constat qu'on a partagé avec des acteurs de la tech assez régulièrement, c'est que moins on est, plus vite ça va. Plus vite, ça va. Et après, ça embarque les autres. Mmh. Mais il vaut mieux être 3, 5 et aller vite et après tirer le reste de la place. Mais si on veut faire un consensus de place, en fait, on met des années. Ouais. Mm. Non, c'est plus intéressant encore une fois d'expérimenter. En fait, Absolument. Parce que, même dans l'investigation, parce qu'en fait ça ressemble à une investigation. Absolument. On rentre dans quasiment un protocole d'investigation qui est ok, on va essayer de craquer le truc. On ne sait pas si on va trouver la réponse pour l'instant. Juste on se met d'accord sur le fait qu'on aimerait bien le craquer. Ouais. Et après, évidemment, si à l'issue de ce protocole-là, il y a des pistes qui apparaissent, j'imagine que d'autres acteurs vont regarder le sujet d'un peu plus près. Et c'est surtout qu'il y a ce concept de membres fondateurs d'un laboratoire, parce que ces membres fondateurs, une fois qu'ils auront défini la stratégie ou l'axe à suivre pour le laboratoire, les autres trouveront leur place aussi. Et ils trouveront leur place dans le sens où chacun saura ce qu'il a à faire. Et donc pourra apporter d'une certaine manière sa pierre à l'édifice, mais ça viendra dans un deuxième temps. Mais il faut justement il faut des catalyseurs. Une fois qu'on catalyse la réaction... Et tu vois, moi, sur ces sujets-là, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que souvent, on se dit ce qui compte, c'est le résultat. Alors que souvent, dans une organisation, c'est le cheminement. Alors, c'est-à-dire clairement. que le fait, en fait, la valeur ajoutée d'être dans ce type de démarche, alors évidemment, à la fin, le rapport, tout ce qui sera produit sera éminemment intéressant, j'ai aucun doute là, sur le sujet. Mais en termes de valeur ajoutée pour une organisation, en réalité, c'est moins le produit final que tout le cheminement qui permet en fait finalement de s'acculturer au sujet, d'apprendre à dialoguer, d'apprendre à connaître aussi les partenaires, d'apprendre à se poser les questions, Et ça, je trouve que, je pense que c'est un point essentiel finalement, c'est que au-delà de ce qui est produit pour de vrai en sortie, en termes de livrables, en termes de services et de produits, des produits. Ce que l'organisation gagne aussi à initier ce type de démarche, finalement, c'est de s'ouvrir, en tout cas de se doter en fait, de la capacité à faire ce type d'exercice, et qui lui donne en fait un avantage, je trouve, aujourd'hui, dans un monde qui est fluctuant, qui est un peu imprévisible, qui nécessite finalement de coopérer, en tout cas de tâtonner, d'expérimenter, de se questionner, qui lui donne cette culture-là quand même, qui est la culture de l'ouverture, de la discussion, de la coopération. Et ça s'acquiert pas en un livrable à la fin du travail qui est réalisé. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que souvent on focalise beaucoup sur le résultat, alors que je trouve que tout le cheminement apporte énormément à l'organisation. Alors, oui. Oui, effectivement, là, ce qui va être aussi intéressant, c'est la capacité justement de coopérer, de travailler de manière transversale et justement et d'acquérir cette capacité de se questionner, d'être en capacité d'itérer et d'avoir un objet qui s'inscrit dans la durabilité et qui peut être et sur lequel on peut itérer, mais on a aussi un impératif de société. Non, bien sûr. Et là, oui, mais c'est important parce que voilà. Là, il y a un impératif. Donc, le cheminement va être intéressant parce que le chemin est intéressant. Mais les portes qu'on souhaite ouvrir à travers ce chemin, ou tout au long du chemin, sont plus qu'intéressants, ils sont nécessaires. Ouais. Et comment, d'ailleurs, qui est le garant du bon fonctionnement de l'intérêt de la société. Parce que, en fait, se lancer dans une démarche de ce niveau-là, je comprends qu'à l'étage de chaque organisation, il y a une réflexion un peu stratégique, c'est un enjeu qu'on aimerait bien craquer, ça nous enlève une épine du pied, c'est un sujet qui nous intéresse. Mais tu l'as dit, Dounia, il y a un sujet un peu profond quand même qui est de dire on a potentiellement, à horizon 2027, des zones du territoire métropolitain qui ne seront plus assurables. Donc ça veut dire quoi en termes de cohésion, ça veut dire quoi en termes de projet de société, je pense que c'est fort même d'un point de vue, on parle de notre République finalement, ça interroge très profondément ses racines et ses fondamentaux. Donc qui, dans cette approche finalement, parce que moi j'ai fait du droit, j'ai plutôt une formation juridique. Et donc du coup
comprend comment sont construits aussi finalement les principes, les valeurs dans une société, le commun, comment est-ce qu'on le construit. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est de se dire finalement, à l'échelle un peu de cette démarche, qui regarde ce sujet-là, enfin en tout cas qui se pose la question de ce point de vue-là, de ce que ça veut dire une zone noire d'un point de vue quasiment institutionnel, d'un point de vue républicain, d'un point de vue démocratique. Comment est-ce qu'on interroge notre modèle de société finalement à l'aune de ce concept-là? Ce qui peut pas être, c'est plus difficile à l'étage d'une entreprise ou d'une collectivité parce que c'est pas directement son rôle, mais je pense que c'est un questionnement qui est intéressant. Dans le cadre de ce dispositif, c'est un élément de la thèse. Ok, d'accord. C'est-à-dire que ça sera un élément qui fera partie des filtres de décision dont on sera garante en tant que co-animateur et assurant la gouvernance de ce laboratoire. Après, c'est un sujet qui est adressé par beaucoup d'intellectuels, avec des groupes de recherche, avec des observatoires, etc. En France, il y a des gens qui s'en préoccupent et qui se posent la question. Et ça ne sera pas notre question. En revanche, ça sera un élément incontournable. Une donnée entrante dans la thèse de recherche. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, forcément, vous allez faire intervenir des experts, évidemment, des scientifiques qui bossent sur ces sujets évidemment. Pour se poser la question de, finalement, si on va dans cette direction ou si on adresse le problème de cette manière, qu'est-ce que ça dit collectivement aussi? Évidemment. Ouais. De toute façon, ça ne peut pas se faire autrement. Parce que toutes les études montrent que sur ces questions d'adaptation, l'information, venir avec une information sans inclure les personnes, de manière générale, je ne parle pas là forcément des zones noires. Quand on construit un projet commun, un projet de société, on ne peut pas embarquer les gens, parce que c'est le mot maintenant qui dit qu'on ne peut pas, mais on ne peut pas. L'adaptabilité ou l'acceptabilité d'une information ne se fait pas parce que c'est une information. Elle se fait quand il y a une co-construction où, je ne parle pas du laboratoire, quand la solution est co-construite par les différents acteurs, et là je ne parle pas de l'industriel, des acteurs même de la société, là l'adaptation est possible. Ok. Mais on ne peut pas dire à une personne, ta maison est inassurable, va-t'en. Non, c'est vrai, parce qu'il y a un attachement. C'est qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est des données scientifiques. On ne peut pas parce que c'est pas qu'une question. Enfin, les recherches sociologiques. Parce que ce n'est pas une question de rétribution financière déjà, bien sûr. Et qu'il y a un attachement au territoire. Oui, bien sûr. Okay. Donc ça marche pas. Et de toutes les manières, on ne peut pas dire à une personne de quitter son logement. Enfin, en tout cas, c'est une violence. Alors, à moins qu'elle soit en feu. Non, mais en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que je trouve que là, on touche à... Je fais une petite incise, vous allez comprendre où je vous emmène sur ce sujet. Parce que, en fait, dans quand l'ADEME a travaillé sur son rapport Transition 2050, où ils ont exploré en fait, plusieurs futurs autour de la neutralité carbone pour le pays, ils se sont beaucoup posé la question des récits, en fait. Et que, en fait, souvent, le constat, c'est que sur un problème donné, en fait, quand on parle de l'Aquitanie. En fait, on fait une description un peu objective du sujet. On a une discussion un peu technique. Donc, est-ce que tu dois quitter ou non ton logement? Ça coûte combien pour que tu partes? Est-ce que c'est un billet ou pas? Donc, il y a un peu cette discussion. Et à l'intérieur de ça, en fait, il y a plein de choses qui rentrent, en fait, qui sont pas vues, qui est souvent la question des valeurs, la question finalement des mythes fondateurs autour de tout ça. Et ce que je trouve intéressant sur le fait de dire on peut pas, sur le côté l'individualisation face à la situation, aujourd'hui on est dans une société qui s'est profondément individualisée sur plein d'aspects. Et sur beaucoup de sujets, que ce soit l'emploi, ou on a quand même cette tension-là un peu qui est présente, qui est de dire face aux problèmes un peu de la vie, il y a une tentation, il y a un discours qui existe quand même, qui est de dire chacun sa guerre. Et donc c'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire que je comprends, enfin je suis plutôt d'accord avec vous que on ne veut pas que ça se passe comme ça, enfin en tout cas moi à titre individuel je ne veux pas que ça se passe comme ça, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que du coup il y a aussi une question de mythe fondateur aussi à l'intérieur de tout ça, qui est comment sur ce sujet-là, qui est de dire on a... parce que autour de l'assurance et notamment du mouvement mutualiste
des mutuelles, il y avait des principes qui étaient très forts, des valeurs qui étaient super fortes en termes de... Qui sont toujours chez certains. Qui sont toujours là, enfin, effectivement, je ne questionne pas, mais par exemple, le mouvement des mutuelles, c'est né après-guerre, basé sur un pays qui devait être reconstruit avec un niveau de précarité qui était juste affolant. Donc il y avait un peu cette idée que, en fait, on n'a pas d'autre choix que de proposer une réponse collective à une situation qui est collective. Oui. Et aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est que entre-temps, c'était un autre monde finalement, parce que c'est il y a un siècle, on est quand même dans une société qui est beaucoup plus individualisée. Et donc, ma question est la suivante, c'est que finalement, derrière ce sujet des zones noires et de comment on va gérer ça, finalement aussi, comment on reconstruit du commun autour de tout ça, parce qu'il y a une vision du monde derrière tout ça, de dire quelle est la réponse. Alors, nous, on a eu cette idée-là en écoutant parler les décideurs de l'assurance et de la réassurance, annoncer en public les fameuses échéances et la technocratie qui est derrière. Ok. Et ne parler que de ça. C'est-à-dire, finalement, le projet de société et économique sous-jacent et à préparer n'était pas abordé. Et donc, on a créé cette initiative et en se disant, mais on ne peut pas ne rien proposer. Yeah, on a besoin de construire. On a besoin, et c'est pas des récits, c'est des pilotes, c'est des possibles, c'est des choix. Il faut que les gens aient, et les entreprises, et les acteurs aient des choix et des perspectives. Pas juste. Et c'est né de là. On a une conviction partagée là-dessus. C'est-à-dire que, voilà. Mais peut-être que les gens qui nous gouvernent imaginent que c'est une question individuelle. Ma grande peur, c'est que le premier trimestre 2027, ce ne soit pas des gilets jaunes mais vermillons, et que ça fasse basculer un certain nombre de débats politiques et philosophiques majeurs. Parce que ça met en tension ce système-là. Le risque politique et social est colossal. Terrible. Et je trouve, en tout cas, moi, ce sujet, je le trouve passionnant, quand vous parlez de zone noire, c'est que justement, ça montre en fait finalement la tension qui existe aujourd'hui sur le sujet de l'adaptation. Absolument. C'est que soit on se remet un peu en mouvement collectivement pour essayer de construire des projets collectifs, soit la réponse individuelle, en tout cas la gestion individuelle de tout ça ne se fera pas, ça sera pas agréable en fait. Sur le sujet de l'inassurabilité, en fait, ça a été déclaré comme un des 6 tipping points par les Nations Unies, par l'Université des Nations Unies, il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ont mis le risque d'inassurabilité au même niveau que l'extinction des espèces, de la perte des eaux en profondeur, de l'acidification de l'océan, je crois, de l'augmentation des grosses vagues de chaleur. Donc en fait, ils l'ont mis au même niveau que l'invivable. Parce qu'ils tirent le fil systémique qui est il n'y a que les riches qui pourront se protéger entre eux, et tous les autres devront assumer... seront dans la précarité économique et sociale la plus totale. Ils pourront rien assumer, en fait. Assumer le risque, en fait, je sais pas assumer... C'est impossible, c'est impossible. Et donc ça, c'est à l'échelle planétaire, évidemment, les Nations Unies, mais effectivement, et ça peut faire basculer... si je le fais au niveau financier, c'est les crédits immobiliers, etc. Enfin, tout ce qui est... donc c'est les chutes boursières. Si c'est à l'échelle de la vie quotidienne, c'est de ne plus pouvoir habiter ou de ne plus pouvoir exercer son métier parce que son local commercial ou autre... Donc, tu vois, ça va très, 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 très loin, quoi. Ça va très loin, puisque ce qui est passionnant, c'est qu'en plus, on est aux prémices de tout ça. C'est que sur les sujets des aléas climatiques et environnementaux, il y a déjà des études qui sortent qui montrent quand ces aléas se manifestent, ça coûte combien à une entreprise et quel est le niveau d'impact. Bien sûr. Et en fait, sur une PME, des fois, c'est, je veux dire, toute proportion gardée, mais des fois, des impacts qui sont quand même mesurés par rapport à ce qu'on peut être en mesure de vivre avec la question climatique et environnementale, ça suffit pour la mettre dans une situation de sortie de route, en fait. Mais ce qui est déjà le cas. Mais même d'un point de vue industriel, même les process, aujourd'hui, les process, ils sont faits parce que l'usine est dans un endroit, mais si demain on doit en fait, ce que je veux dire, si on doit déménager cette usine, c'est pas un déménagement physique seulement. Ouais. C'est un déménagement des procédés. Il faut changer les procédés, il faut changer les machines, parce qu'une machine, je sais pas,
je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais une réaction chimique qui produit un produit final, bah, ça se fait avec une température, une pression donnée dans un réacteur donné. Voilà, si on change toutes ces conditions-là... Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais on ne se rend pas compte mais c'est vraiment un sujet qui est systémique, c'est que ça ne s'arrête pas. Moi, je pense que c'est un sujet qui est passionnant et que, à mon avis, c'est hyper intéressant, en tout cas, ce que vous êtes en train de mettre en place autour de ce sujet, parce que dans les COMEX d'entreprise, ce sujet-là est en train d'apparaître, y compris dans les entreprises industrielles. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des discussions avec des COMEX où, clairement, le sujet de l'implantation des sites de production et l'exposition, typiquement, au risque. À l'élévation du niveau de la mer était parfaitement identifiée. Et par contre, la question derrière, c'était et si ça, quoi ? Alors, et ça commence à apparaître. Et effectivement, on n'avait pas encore parlé de la partie assurantielle à ce stade. C'était juste, ne serait-ce que dans la manière dont ils conçoivent leur usine, leur process. Ils avaient déjà identifié que c'était un sujet qui allait être costaud à traiter. Dans un autre cadre, on a fait une cartographie de l'élévation du niveau de la mer sur l'estuaire de la Seine. Oui. L'estuaire de la Seine va jusqu'à Rouen, donc. Entre Le Havre et Rouen, on a, je crois, le tiers des Céveso françaises. Plus du nucléaire, plus beaucoup de traitement des eaux, etc. Tu fais monter le niveau et il y a des systèmes de sujets de lessivage, c'est-à-dire qu'est-ce que ça embarque et comment ça s'infiltre. On est à échéance 30 à 50 ans. Les choses vont un peu vite en ce moment, mais donc peut-être 30. Tu déménages une Céveso et tu la dépollues en 30 ans. Et comment tu la dépollues Donc en fait, la montre est largement engagée là. Ouais. Sachant que ça, sur des sujets typiquement sur la Seine, c'est hyper intéressant parce que sur la Seine, on a un historique aussi de beaucoup d'activités industrielles qui sont là depuis longtemps. Et je sais que, quelques expériences passées, vous avez travaillé sur la question des sédiments. Et le consensus était de ne pas trop creuser. C'est ça. Sur la question des sédiments déjà existants, c'était de dire on a intérêt à pas trop remuer ce qui est. Mais t'imagines à 70 cm de plus. Bon, c'est un sujet passionnant. Je pense que du coup, vous lancez ça en juin, la démarche. L'idée, c'est que le calendrier type, vous rentrez dans la thèse et les premiers sprints courant 2025. Alors, la thèse est bouclée et l'état de l'art est bouclé à la rentrée. À la rentrée, donc septembre. Septembre, de façon à ce que les décideurs travaillent et identifient les questions en octobre. Et que le programme soit calé à la fin de l'année. Pour lancer les sprints. Pour que tout soit lancé pour 2026 avec les nouveaux partenaires. 2026, les sprints commencent. Ouais. Ok. Et là, on en a pour 6 mois, non ? 6 mois ? On verra une fois qu'on On verra, d'accord, on ne sait pas encore. Et ça, depuis ça définit. Voilà, en fait. C'est les partenaires qui vont définir, en fait, et les moyens qu'ils veulent mettre et l'ambition qu'ils veulent poser. Très bien. Bon, du coup, ça va être un temps court, effectivement, avec objectif au total 8 partenaires ? 8 partenaires sur les stratégies. De départ. Ouais. Et après, à partir de 2026, on ouvre plus large. Ok, très bien. Bon, écoutez, c'est un super projet. J'ai hâte de suivre tout ça dans les mois qui viennent. Écoutez, je vous propose de terminer par la dernière partie de ce podcast. On va réatterrir sur un sujet un peu plus personnel. Moi, j'aime bien vous questionner sur votre rapport à l'écologie, finalement. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. C'est quoi votre rapport à l'écologie ? Comment est-ce que, finalement, cette question de la transformation écologique de notre société, de nos modes de vie, comment ça vient vous percuter, vous questionner, vous challenger ? Alors, sur la question de l'écologie, c'est pas... Je répondrai pas de manière personnelle. Ok. Parce que... D'accord. Non, parce que... vous, tu l'auras compris, voir les choses sous un seul angle. Voilà. Mais par contre, moi, j'aime bien, en fait, voir l'écologie, mais vraiment dans son essence étymologique, c'est-à-dire la maison commune, le bien commun. Et en fait, c'est vraiment à partir de là de vraiment tirer en fait toute la philosophie, toute la sagesse
quand on parle d'écologie, donc c'est vraiment la maison commune et l'étude de cette maison commune, et de voir vraiment comment toutes les différentes intelligences s'intercroisent, vivent toutes les différents concepts. Par exemple, quand on voit le concept de symbiose, je sais qu'il est beaucoup utilisé dans la société sans forcément le comprendre. Mais la symbiose, on a un arbre, il y a des champignons, donc c'est une relation qui devrait être parasitaire, mais au final, ils se nourrissent l'un de l'autre. Et de voir en fait comment des fois, dans cette maison commune, des fois on a besoin de ne pas toucher, de laisser les choses, de laisser cet équilibre, et des fois comment est-ce qu'on peut réajuster ou repenser, retravailler, vraiment partir de cette sagesse et de cet écosystème et réfléchir des choses dans ce sens-là. C'est ce que j'allais dire, c'est que... Et pas voilà, c'est pour ça que je répondais pas d'un... Je suis dans son écosystème, je suis déjà engagé plus que jamais, en fait, sur l'écologie. Comment tu veux faire? Je comprends. Et vraiment rester sur l'étymologie du mot plus que d'un niveau personnel, parce que si je réponds moins à mon niveau, c'est bien. Mais c'est pas tout. C'est qu'à titre individuel, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que finalement, il y a quasiment... tu parlais un peu de philosophie en début de podcast, mais... il y a un questionnement philosophique au sein de nos sociétés, quand même, qui est le sens du projet collectif qu'on essaye de bâtir. Et que je trouve qu'autour de la question du changement climatique, de la crise environnementale, et de cette idée de transformation, bifurcation, redirection, il y a une interrogation un peu profonde quand même chez les individus et chez le collectif sur finalement à quoi ça sert tout ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire collectivement. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, c'est-à-dire que je ne parle pas des petits gestes du quotidien forcément, mais qui est de comment tu ressens en fait comment tu es exposé à la fois un peu aux problèmes, parce qu'en fait finalement on est en train de se dire que c'est des problèmes qui sont en train d'apparaître, et donc ça fait des choses à titre individuel, ça fait des choses à titre collectif. Et ensuite, tu es une professionnelle, tu es une entrepreneuse, donc tu vois, ça vient finalement un peu au quotidien quand même. Je comprends le regard écosystémique, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à titre individuel, on est percuté aussi quand même par ces sujets. Ça m'intéresse toujours d'avoir la réponse, en fait, de voir comment les gens voient le monde à travers ce c'est quand même c'est vraiment une drôle de question. Hein. C'est une drôle de... Parce que moi, je pense y avoir répondu à Moi, ça me percute sur le genre humain. Comment le genre humain se conduit en propriétaire de quelque chose dont il est de la propriété, finalement. Oui, tu vois, il y a cette inversion du sujet, cette volonté de dominer, elle est sidérante, et c'est finalement ce qui me fait le plus peur, parce que freiner ça, qui est presque un instinct de prédateur, c'est beaucoup plus complexe à annihiler que imposer des nouveaux gestes, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est cette illusion de domination, en fait, aussi, hein, quasiment. Hein, ce truc, je partage un peu cette dimension sur... on est drôle en tant qu'espèce, quand même. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Moi, je sais que ça me... Au-delà de la question des gestes quotidiens, vraiment, je sais qu'à chaque fois que je regarde le sujet, je me pose quand même toujours beaucoup de questions sur, finalement, l'humanité, c'est une drôle d'espèce. Hein, sur des aspects, quand t'as un grand singe blanc et blond qui dit drill, baby drill, oui. C'est comme... Non, mais c'est quand même étonnant. Mais il y a un côté, il n'y a pas que les IA qui hallucinent, quoi, en fait, hein, dans cette affaire. Hein, c'est que, je sais pas, c'est perturbant. Moi, je trouve que c'est perturbant quand même sur ce que ça dit de nous, souvent, sur les choix qui sont les nôtres, et puis même la capacité à se raconter des histoires sur ce sujet, sur justement, on va dominer la nature, ou est-ce en fait, on est dépendant de la nature. C'est un rapport au monde que je trouve pas si évident à questionner, parce qu'on a nos mythologies, en fait, on a nos mythes fondateurs. Et finalement, sur le drill, baby drill, c'est des mythes fondateurs qui sont très puissants dans notre société, qui sont là, qui sont installés. Hein. Donc on a monté des entreprises aussi. Hein. Donc c'est intéressant. Je trouve que cette tension-là est hyper intéressante, et je sais pas, Mais c'est justement, c'est pour ça que je rappelais au début vraiment, juste de prendre... Les mots ont un sens. Et donc l'écologie a un sens, et vraiment se rappeler que ça
c'est un commun, et c'est un bien commun, c'est une maison commune. Et tu mets pas les pieds sur la table, s'il te plaît. Mais c'est ça, c'est comment on se conduit. Tu vois, c'est prescriptif du coup sur le comportement attendu. Oui, mais tu mets pas les pieds sur la table, on ne sait pas forcément ce qu'on nous a appris. Je veux dire. Donc c'est ça que je trouve. Je sais pas, je pense qu'on touche du doigt à un truc qui est finalement, il n'y a plus d'évidence sur ce sujet. C'est-à-dire que, en fait, une fois qu'on a quitté le fait qu'il n'y avait qu'un discours technique autour de la question écologique, ce qui est souvent le cas, qui est de dire le 2 tonnes de carbone par personne, voilà, ça c'est un discours technique en fait, qui est de dire on va ajuster les gestes, on va ajuster les comportements. En fait, on touche à un truc très profond qui est le rapport au monde. Et du coup tous les comportements associés. Ou à quelque chose de simple en réalité. Mais et d'arriver de simple, ce qu'on disait au départ, pas de simpler, mais de simple. De retomber sur un truc plus simple. Et c'est ça qui est compliqué, honnêtement. En fait, il faudrait simplement renoncer. Oui, mais après, tellement compliqué. Renoncer à quoi, comment, pourquoi, sur quel modèle. Voilà, et donc c'est peut-être pas un renoncement. Enfin, en tout cas, je pense que sur ces sujets, vous voyez, ma conviction, c'est qu'au-delà des considérations purement techniques, il y a une dimension quasiment spirituelle aujourd'hui qui est en train de se jouer autour de ce sujet, et que, y compris à l'étage des décideurs, c'est-à-dire que je pense que le décideur du XXIe siècle, c'est un décideur qui a de la densité spirituelle. Alors, il l'incarne de plein de manières différentes, mais on va dire la décision purement managériale de gestion, je pense qu'elle ne sera pas suffisante pour traiter ce qui est en train d'arriver. Parce qu'il va falloir avoir de la densité pour justement se poser des questions sur le rapport entre soi et ses équipes, entre son organisation et son environnement, entre son organisation et ses partenaires, et entre ses parties prenantes, ses ressources, ses dépendances, ses attachements. Je pense que, en fait, je sais pas, j'ai l'intuition, le sentiment que ça appelle des qualités aujourd'hui qui nécessitent un peu de densité de ce point de vue-là, au-delà des chiffres, pour penser en fait ce monde-là qui est en train d'arriver et éviter de tomber dans le côté je vais faire bouger 3 leviers, ça va me faire économiser 5 tonnes de carbone. Non, mais t'as raison, c'est ça. Moi, les décideurs, les clients qui ont été le plus loin dans les missions qu'on a menées ensemble et sur les sujets de réflexion, d'innovation, de développement de nouveaux modèles d'affaires, ce sont des décideurs qui avaient au cœur l'intérêt commun, voire général. C'est-à-dire que ça faisait partie de leur propre cadre et qu'ils conciliaient tout à fait avec le sujet économique et business, il n'y avait pas de sujet. Mais c'était leur socle. Ouais, d'accord. Il y avait et pas que environnemental d'ailleurs. Ça faisait partie de leur hygiène intellectuelle. Ok, c'est intéressant. Et c'est systématique. C'est vachement pour revenir à la maison. On revient à la maison commune. Ok, alors avant de terminer, je vais vous poser une dernière question. Je vous en poserai 2 en fait en réalité. Est-ce qu'il y a des engagements individuels finalement qui sont moteurs aujourd'hui dans ce que vous faites ? C'est-à-dire qu'on a parlé finalement là juste avant plutôt d'une matière finalement d'un changement qu'on est en train de regarder. C'est quoi un engagement qu'est-ce que l'entrepreneur là qui est en vous finalement, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui vous pousse finalement à vous dire je vais amener des gens à travailler en écosystème, à innover, qu'est-ce qui vous fait lever le matin, qu'est-ce qui dans votre parcours, dans votre expérience de vie vous nourrit et vous pousse à faire ce que vous faites en fait, tout simplement. Du coup, moi, je me rattache à une partie de ta question qui était le pourquoi l'écosystème. Je pense en fait c'est la construction même de qui on est. Moi, à mon échelle, je pense pas être capable de faire quoi que ce soit. Je pense que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel, il faut s'entourer. Il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut savoir demander ou poser la question ou demander de l'aide à la personne qui a une capacité de donner à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est vraiment l'entraide,
l'entraide, être en capacité de se poser des questions, d'écouter les réponses des autres. Et après, comme tu l'as dit, hein, ça se traduit aussi dans notre vie professionnelle. Et ça se construit. Et plus on avance, plus on voit que ça fonctionne. Et donc, on s'y accroche. Ce matin, avec Chloé, on était en discussion avec des personnes et elle me disait, oui, donc d'où vous venez? Moi, je me rappelle quand j'étais dans la recherche, enfin, les derniers travaux de recherche que j'avais faits, c'était des travaux de recherche pour sécuriser la distribution d'eau potable à l'échelle européenne. Et donc, pour ce faire, et donc sécuriser contre une pollution, contre une attaque terroriste. Et donc, encore une fois, c'est une question qui est systémique. C'est, très bien, j'ai envie de sécuriser s'il y a une contamination biologique, de quoi tu me parles? Laquelle? Ok, d'accord, c'est des pesticides. Donc, c'est quoi les pesticides qui sont utilisés dans chaque ville? Moi, j'en sais rien. Mais par contre, les gens qui traitent l'eau le savent. Les gens qui distribuent l'eau le savent. S'il y a une attaque terroriste, comment elle peut se faire? Donc ça, il y a des gens qui sont spécialisés dans ces métiers-là. J'ai envie, ok, très bien, je veux sécuriser, donc je fais comment? Et j'ai besoin d'une alarme. Cette alarme, elle est reliée à quoi? À un capteur. Ce capteur, pourquoi est-ce qu'il n'existe pas aujourd'hui? Et donc, en fait, voilà, c'est toutes ces compétences-là qui ont fait que, oui, au bout de 6 mois, on a pu avoir un brevet pour se dire, ça, c'est un procédé pour sécuriser la distribution d'eau potable en Europe. Et ainsi de suite. Par exemple, là, sur un projet où on essaye un petit peu de faire bouger les choses sur des décrets, des réglementations pour justement favoriser les chercheurs en entreprise et justement cette interaction, là encore, on a dû se mettre en écosystème. Et avec Chloé, depuis 5 ans, on voit que quand on met de la transversalité, quand on fait travailler les gens en écosystème, ça fonctionne. Donc c'est vraiment, tu as vécu finalement je l'ai vécu déclic, que le fait de travailler en transversal apporte. C'est une croyance forte que j'ai, mais que j'éprouve au quotidien. Qui touche une conviction personnelle aussi, en fait. Qui touche une personne que, justement, sur cette question, pour répondre à une question, une problématique, qu'elle soit systémique ou pas, c'est toujours bien de demander conseil. Ok. Auprès de celui qui a vécu, celui qui sait, celui qui est sur le terrain, et pas avoir un discours de sourd, un discours de technocrate d'un côté, un discours d'opérationnel d'un côté, un discours de que sais-je de l'autre, mais vraiment mettre en commun pour être en capacité d'agir. Ok. Et toi, Chloé? Il y a beaucoup de choses qui... C'est très compliqué de répondre à cette question. À titre professionnel, tu vois, genre, à côté de Circomplexe, on a aussi une agence de presse, donc on produit de l'information. Moi, j'avais été très choquée, jeune professionnelle, par le discours d'un patron de TF1 qui disait « Notre métier, c'est de vendre de l'espace de cerveau disponible ». Et donc, mais finalement, aujourd'hui, c'est... Choquant à vérifier. Voilà, ça s'est bien vérifié, c'était il y a 20 ans, je crois. Le contenu, aujourd'hui, c'est là pour, de la même façon... occuper et rendre addict un certain nombre de personnes, c'est quelque chose auquel, que je ne supporte pas. Et donc, dans mon exercice professionnel sur l'agence de presse, le sujet de comment transmettre une information, comment faire la médiation entre telle et telle information, puis on revient sur notre sujet. Mais voilà, personne n'est un imbécile, tout le monde est capable de comprendre à partir du moment où on explique. Et on prend le temps et on redescend de sa chaise d'expert pour essayer de trouver les leviers qui vont faire que la médiation s'opère. Et ça, c'est un boulot remarquable. Avec des grands experts, avec des enfants, avec des gens sur le terrain, avec quelles que soient les cultures. Enfin, bon, ça c'est une vraie raison d'être. Le sujet de la ressource. J'avais créé un média sur les matières premières qui travaillait en transversal depuis la finance jusqu'au social, passant par l'environnemental. Ça, c'est pareil, ça m'a rattrapé un peu avec les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Mais c'est finalement la ressource qui est au cœur de la vie. C'est pas de la vie qui est au cœur de la ressource. Je reviens sur la domination de l'homme, mais et partir de là, c'est aussi essentiel. On va avoir le sujet de l'eau, on va avoir le sujet de la terre.
Aujourd'hui, l'IA a une emprise et foncière, énergétique et d'eau qui est colossale. Est-ce qu'on ne se pose pas la question à l'envers, là? Voilà. Et donc, c'est ces différents types d'engagement et pas mal d'autres qui m'animent. Et j'ai l'impression d'avoir une capacité d'agir dans ce qu'on a créé ensemble en termes de méthode. Ouais. Et donc, un peu de façon prétentieuse, hein, je me dis, on a le droit de temps en temps. On n'a pas le droit de ne pas le faire. Oh, tu me fais une transition Voilà. parfaite. On n'a pas le droit de ne pas le faire. Ok. Mais finalement, qu'est-ce qu'on doit aux générations qui viennent? Moi, vous parlez d'engagement. En fait, moi, je pose beaucoup la question à chaque fois, pourquoi tu fais ce que tu fais? Ouais. Parce que je sais très bien pourquoi je fais les choses. Et je sais très bien que j'aurais pu monter une entreprise ou comme X autres projets, mais je sais finalement quelles sont mes obsessions, quels sont mes sujets qui reviennent, pourquoi en fait le matin tu te lèves, et alors que des fois tout est dur, tu continues à te lever quand même, et que tu sais que tu vas prendre des coups, mais que tu y vas quand même, parce que tu sais que fondamentalement ce sujet tu n'as pas le droit de l'esquiver. Et du coup j'aime bien poser cette question-là, c'est finalement qu'est-ce qu'on doit aux générations qui viennent? D'avoir essayé. D'avoir essayé? Et d'avoir tout fait pour réussir. Et d'avoir tout fait pour réussir, ok. Du respect. Du respect? Du respect. On est là pour un moment, on est de passage. On emprunte. Donc il faut respecter les choses pour les laisser à ceux à qui ça appartient réellement. Ok. Réellement à personne. Oui. Et donc on doit respecter les choses qui ne nous appartiennent pas. Ok. Voilà. Super. Bah écoutez, pour conclure, moi je vous propose finalement peut-être de donner quelques références. C'est pas mal de transmettre aussi, puisque finalement, je trouve que la transmission c'est aussi ça, c'est finalement quels sont les livres, quelles sont les personnes qui aujourd'hui vous intéressent, ou en tout cas, évidemment, c'est une recommandation parce que... c'est très 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 compliqué. C'est très compliqué, mais quelles sont, si vous deviez en donner une actuellement? Moi, vous me posez la question en fonction de la journée, je ne répondrai pas la même chose. Donc, je vous la pose aujourd'hui. Alors, moi, je vais revenir à la question de la domination. Ouais. Corinne Pelluchon a écrit un livre sur les Lumières. Je sais plus le nom du bouquin en tête, et c'est justement ce siècle des Lumières qui a fait naître cette conviction de la domination de l'homme sur la nature et comment ça nous emmène encore aujourd'hui. Et voilà, pour arriver à démonter le mécanisme, c'est pas mal. Ah, j'adore. Faut que je lise absolument ce livre. Ok. Pour ma part, parce que c'est aujourd'hui, il y a plutôt 2 personnes à suivre. Donc on a beaucoup parlé de complexité. Je trouve que ces 5 dernières années, les gens utilisent beaucoup ce mot. Oui. À tort, à raison, je ne juge pas. Et donc, du coup, Edgar Morin. Edgar Morin. Et ensuite, on parle pas mal d'innovation. Et là, encore une personne à suivre, à écouter, parce que c'est quand même impressionnant sa façon de réfléchir et d'amener les sujets et de nous faire réfléchir à ce qui est vraiment innovant ou qui casse en fait les barrières. C'est Thierry Rayna. Thierry Rayna, ok. Voilà. Et sur le renoncement, Alexandre Monin. Alexandre Monin, qu'on adore, effectivement. Ok. Et voilà. C'est des super ressources. Je les mettrai de toute façon dans l'article qui sera publié avec cette édition du podcast. Évidemment, je mettrai toutes les ressources en lien avec vos projets autour de l'innovation en écosystème, en lien avec les zones noires et l'inassurabilité. Je mettrai évidemment différentes ressources en lien avec ce que vous faites dans vos vies professionnelles autour de vos 2 structures. Et puis tout simplement maintenant, je vais vous dire au revoir. Je vais vous remercier d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un excellent moment. Merci. Merci.